Alright, merci d'être là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors Bonsoir. aujourd'hui, nous sommes dans un autre épisode de Ça reste entre nous. Alors, on a la joie d'avoir un ami de pas si longue date que ça finalement. On se connaît depuis combien de temps? À peu près 3-4 ans? Depuis 2 ans. 3 ans? 2 Ouais, ans? 2 ans. 2 ans. Le temps passe vite quand on s'amuse. Alors Ali est avec nous. Alors Ali, est-ce que tu veux bien te présenter très succinctement? Alors tu habites Rabat depuis pas très très longtemps. En fait, tu as toujours habité Rabat, mais tu es parti en France quelque temps. Ensuite, tu es revenu il y a 4-5 ans, Exactement. c'est ça? Ouais, je suis parti 15 ans. Donc Ouais. après le bac, j'ai fait mes études. J'ai travaillé là-bas 8 ans, À Paris. à Paris. Enfin, j'ai fini de travailler à Paris. Mais D'accord. j'ai fait mes études dans le sud, ensuite je suis remonté dans le nord. D'accord. Et j'ai travaillé à Paris. Je suis rentré il y a à peu près 3 ans, un peu moins de 3 ans, pour lancer un projet d'agriculture. Enfin, j'ai repris une ferme familiale Mhm. que j'ai transformée en bio. Ok. Et donc on aura l'occasion d'en parler. Oui, Ouais. oui, ça c'est. On voit du bio partout. Ah, Tu es d'accord ouais, avec bien moi? Tu sûr. pars dans un supermarché, tout est bio, la Ah, carotte est bio, aujourd'hui, l'eau est bio, tout est bio. Exactement. Alors, est-ce que c'est. En rentrant tout de suite dans le sujet, alors est-ce que tu penses que c'est le fait que tout devienne. Tout est labellé bio? Alors, est-ce que tous les bios se valent? Est-ce que c'est juste du marketing? Est-ce que c'est plus du marketing qu'autre chose? Et qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Donc déjà le terme, si on parle du label bio pour l'agriculture, Mhm. le label bio, c'est une certification, Ouais. et ça veut juste dire que des produits, on n'a pas utilisé de produits phytosanitaires D'accord. comme le Roundup ou j'en sais rien, des pesticides pour cultiver des plantes qu'on va manger après. Donc, Monsanto, etc., toutes ces Par compagnies exemple, ouais, c'est ça. voilà, ok. C'est ça. Mhm. Peut-être qu'ils ont des produits qui sont validés par la certification bio, mais généralement, justement, le bio, on est sûr qu'on n'a pas utilisé de pesticides pour cultiver cette Alors, plante. est-ce que c'est une certification internationale ou nationale ou comment ça se passe? Il y a plusieurs certifications. Il y en a une européenne, il y en a une D'accord. française, il y en a une japonaise, il y a américaine, D'accord. etc. Et marocaine. Marocaine qui vient d'être créée. Je pense qu'elle est valable depuis 1 an. D'accord. Mais je ne pense pas qu'elle a encore d'éclora D'accord. que les autres. Bien sûr, elle est toute Ouais, elle est parce que- récente, donc forcément. Ce qui se passe, c'est qu'au Maroc, même les certifications étrangères sont Ouais, ouais. reconnues ici. Ouais, ouais. D'accord. Ouais, parce Ok. que comme on n'avait pas de Ouais. certification locale, enfin Exactement. plutôt nationale, Mm. donc on comptait sur des certifications internationales. C'est ça. Ok. Alors comment tu as déjà moi ce qui nous intéresse surtout, c'est pas ton métier à la base, Mm. Non. l'agriculture. Non. Donc tu y es venu de façon donc tu as fait des études, j'imagine, financières ou commerciales. Je suis ingénieur en énergie renouvelable. Voilà. Et urbanisme. D'accord, super. Et Alors ça c'est ta dernière diplomation. c'est ma dernière diplomation. Parce D'accord. que j'ai une licence en physique avant, etc. Très bien. Mais mon dernier diplôme, c'est ingénieur en énergie D'accord. renouvelable et urbanisme. Super. Est-ce que donc c'est logique, c'est la continuité, on va dire. Est-ce que le bio, tu penses, c'est l'avenir au niveau environnemental? Même à part de l'environnement, l'agriculture depuis des millénaires, c'était bio. Donc, D'accord. la culture non bio n'existe que depuis, je sais pas, un peu moins de Puis 50 là, ans. voilà, exactement. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, je crois. Et donc, pour moi, c'est les produits non bio qui devraient être catégorisés comme non bio. Exactement. Donc, c'est sûr que c'est une mode, il y a plein de gens qui parlent de bio, etc. Mais à part ça, Mhm. il y a quand même une vraie certification bio pour chercher des produits qui sont, pour lesquels on n'a pas utilisé de pesticides. D'accord. Mais ça, Ok. c'est un critère parmi une dizaine pour avoir un produit. Bien sûr, de parce qu'il y a la qualité. terre aussi qui doit être Exactement. analysée. Il y a plein de critères pour Exactement. déterminer Ok. la certification bio. Intéressant. Alors, quand tu es arrivé, Mm. quand tu as décidé de reprendre, alors c'est une ferme familiale, j'imagine. C'est une ferme qui a été initiée par mon père Larhamou. Voilà. Et donc, ouais, j'ai pris le pari d'essayer de développer ça. Alors, ce qui peut intéresser nos amis, alors les démarches, comment tu as pu, parce que arriver dans une ferme, j'imagine qu'elle était conventionnelle à la base, donc, et décider d'un jour de vouloir faire du bio dans une. Est-ce que la ferme était bio avant? Sur certaines parties, oui. D'accord. Donc, c'était une ferme familiale où c'était plutôt pour c'était le pas un loisir. business. Ah, voilà, c'était pas c'est un pour le business. loisir. C'est Ouais. une ferme comme une seconde résidence pour aller Par sortir. exemple, Voilà, c'est ça, exactement. ouais, C'est ça. ouais. C'est ce qu'on appelle les fermes familiales. Exactement. C'est ça.
Et moi, ce qui m'a ramené au bio, c'est déjà pour moi, c'est du bon sens. Donc le bio, c'est une partie, c'est vraiment une partie parmi une dizaine dont on parlera. Mais surtout, en fait, j'aime bien la bonne bouffe. Donc ce qui m'a ramené au bio, c'est vraiment le fait de chercher des produits de qualité. Je fais de l'huile d'olive, une huile d'olive bio, extra vierge, etc. Pour moi, tout ça, c'est très important. Et donc le bio, pour moi, c'est juste, je trouve ça complètement. Si tu me donnes le choix entre une tomate, tu me dis celle-là, on l'a cultivée dans une terre sans aucun produit chimique, et je te donne cette tomate, elle a été cultivée avec des pesticides, je pense que la majorité des personnes vont choisir la naturelle. Forcément. Voilà. Oui. Forcément. Mais alors, je voudrais faire une toute petite parenthèse, parce que je suis déjà parti à ta ferme, et ce que je trouve, il y a une lutte pour que les gens acceptent ta méthode de travailler. Même les gens qui travaillent pour toi là-bas ont eu du mal à se plier à tes règles qui sont super strictes. Alors, tu fais une huile qui s'appelle Tides, c'est ça ? Ouais, Ferme Tides. Ferme Tides. Et cette huile, alors elle est honnêtement... Elle se trouve où, la ferme ? À côté du village de Tides. D'accord. Donc c'est à 1h15 de Rabat. Très bien. Sur la route de Walmas. D'accord. Et cette huile... j'ai trouvé ça super intéressant parce que l'huile, elle est toi, tu choisis. Alors, pour les gens qui ne savent pas ou pour les gens qui l'ignorent ou qui avaient juste des petits doutes par rapport à ça, alors une huile, en général, quand tu la broies, c'est quand tu la presses, certaines personnes mettent, alors s'il y a des petites brindilles, s'il y a des petites branches, s'il y a des petites feuilles, ils mettent tout, c'est pas grave. Mais toi, tu fais pas ça. Toi, même et j'ai vu, c'était assez surprenant parce que même les gens qui travaillaient là-bas, qui ont l'habitude, ils lui disaient mais si allez, on va pas, elle est bien, ces olives elles sont bien. Non. Si elle a une petite marque, si elle est blessée, si elle est à moitié rongée, etc., tu l'enlèves. Et alors, est-ce que tu penses que ça fait vraiment la différence ou c'est quoi cette démarche de perfectionniste quelque part ? Alors, franchement, c'est une démarche juste pour obtenir une huile de qualité extra vierge. Ouais. Alors, une huile extra vierge, c'est une huile qui a un taux d'acidité qui est inférieur à un certain degré. D'accord. L'acidité, c'est pas l'acidité du goût, l'amertume, ce que les gens confondent des fois. C'est vraiment l'acidité au niveau pH. Le pH, c'est ça. Et ce qui se passe, c'est que pour avoir une huile d'olive extra vierge, il faut respecter certaines règles qui sont assez simples, au fait. C'est-à-dire que il faut que l'olive, dès qu'elle est récoltée de l'arbre, il faut qu'on aille ce qu'on appelle triturer, la triturer dans la journée, ne pas récolter parce que dès qu'on la récolte, elle commence à s'oxyder. Ouais. D'accord. Donc le but, c'est vraiment d'aller vite. Dès qu'on la récolte, il faut qu'on la transporte dans des caisses qui sont aérées, qu'on la mette pas dans des sacs de jute fermés où elle va commencer à chauffer, fermenter, s'écraser, etc. D'accord. Et au fait, c'est avec l'huile d'olive marocaine qu'on connaît en général. En fait, c'est des olives qui sont surmaturées, donc qui sont très noires. Parce qu'une huile d'olive, au fait, elle passe de vert jusqu'à noir. Plus elle va dans sa maturité, plus elle devient noire. Et ensuite, donc, elles sont récoltées dans des sacs, elles vont se reposer une semaine, 2 semaines, peut-être même le jus va commencer à sortir un peu. Elles vont être pressées ou extraites, parce qu'il y a deux méthodes d'extraction d'huile d'olive. Mais pour avoir de l'extra vierge, selon les normes internationales, il faut respecter ces règles. Donc il faut récolter que les olives qui sont sur l'arbre et pas prendre celles qui sont tombées par terre. D'accord, parce qu'ils ont déjà entamé leur processus d'oxydation. Parce qu'ils sont déjà tombés. Et en plus, déjà tellement. Oh, bien sûr. Et donc ensuite, il faut le transporter dans la journée à la machine. Et la machine aussi, donc il y a la presse, l'ancienne qu'on connaît, donc avec le hajara qui tourne. Il y a des avantages et des inconvénients aux deux, mais le hajara, le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment la laver. Donc la pierre, elle est poreuse. Forcément, elle gardera toujours les anciennes presses. presses. D'accord. Et même après, la presse, au fait, c'est... Donc le hajara, au fait, elle va broyer les olives avec les noyaux. Donc ça se fait toujours avec les noyaux. Bien sûr. C'est des personnes qui pensent qu'on dénoyote. Donc la pâte, ensuite, on la met entre des disques, elle chiffre la presse, et ensuite on presse tout ça, et ça sort l'eau et l'huile d'olive. Et ensuite, on laisse décanter pour séparer l'eau de l'huile. Pour garder l'eau et l'huile d'olive, ok. C'est ça. Et les machines, maintenant, qui sont utilisées partout dans le monde, qui te donnent vraiment une huile d'olive extra vierge, etc., c'est des machines d'extraction. Donc elles sont broyées, mais avec une machine qui est beaucoup plus petite et qui broie ça en une fraction de seconde. Ensuite, elles sont malaxées pendant 45 minutes. Et ensuite, on extracte. C'est-à-dire que dès que la pâte, on va la mettre dans un extracteur qui va séparer solide du liquide. D'accord. Et ensuite, on va séparer... C'est un système de centrifugeuse ? C'est ça. C'est de la centrifuge. D'accord. Okay. Et ça t'a mis combien de temps pour mettre ce process dans une ferme où, à la base, il n'y avait pas ça ? Donc, ça t'a mis combien de temps ? Déjà, entre la culture des oliviers, en attendant tout le processus. C'est ça ce qui nous... Moi, quand je vois une ferme
avec des oliviers qui ont un certain âge. Et je me dis, celui qui a commandé ça le premier jour, c'est sûr, il faut avait s'accrocher, une longue vue. il veut et il faut faire ça en ayant forcément, j'imagine, une autre source de revenus parce que pour l'instant, ça prend combien de temps un arbre pour être Ça dépend des arbres. Les oliviers, au bout de 2-3 ans, ils commencent à donner des fruits. Mais c'est pas assez pour que ce soit encore. D'accord, rentable. donc on va dire, tu as minimum 3 ans où tu n'as pas de revenus par rapport à ça. Voilà, c'est d'accord. Donc il faut un investissement qui te permet de faire ça au moins pendant 3 ans en attendant la première olive que tu vas devoir et ça dépend. Apparemment, je ne sais pas, tu me corrigeras, mais il y a des arbres d'origine espagnole, je pense, qui sont plus petits et tu n'as pas besoin de les espacer autant, mais qui, au bout de 10 ans, il faut les arracher et en replanter. C'est ça, et ça permet même d'avoir une récolte mécanique. C'est-à-dire que dès que les arbres ils restent petits, il y a une machine qui rentre de haut, qui les enveloppe et qui passe comme ça, qui récolte. Bon, c'est des arbres il faut les changer à un moment. Mais au niveau qualitatif, est-ce que c'est bon? Sincèrement, je sais pas. Je sais pas si c'est même niveau biologique ou agricole, changer un arbre, c'est-à-dire c'est plus l'agriculture. Ça a moins de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. C'est certain. C'est comme si tu étais industriel, quoi. Je vais planter. D'ailleurs, ça on en parlera sûrement tout à l'heure, parce que c'est pour ça que l'agriculture a beaucoup souffert de ces choses-là. C'est cet état d'esprit qui a servi pendant des années forcément à nourrir le monde entier, parce qu'avec la culture biologique comme elle était faite et comme elle était pensée, on pensait qu'on ne pouvait pas nourrir le monde avec ça, sauf qu'on s'est donné comme objectif de nourrir le monde. Par contre, l'agriculture conventionnelle qu'on connaît aujourd'hui ne nourrit toujours pas. Tout simplement. C'est pour ça qu'on a... Voilà, forcément, donc ça a été un mauvais calcul, finalement. C'était un mauvais calcul. Donc ça t'a pris 3 ans pour avoir les premières olives. C'est ça. Alors les oliviers, ils ont été plantés il y a 10 ans. D'accord. Donc ils étaient déjà là. C'est mon père qui avait eu super. Et j'avais suivi ça depuis le début. Mais vraiment le projet je l'ai suivi vraiment depuis les 3 dernières années. D'accord. Et donc comment tu as procédé? Donc tu avais le volet technique agricole et tu avais le volet commercial, c'est-à-dire il fallait déjà que tu prépares ta marque, il fallait déjà que alors comment ça s'est passé tout ça? Petit à petit, par la force des choses. Tu es parti chercher les clients avant ou tu t'es dit je vais... Non, pas avant. Quand on a un produit d'exception, parce que là, pour le coup, c'est ça. Tu ne cherches pas l'huile marjane, etc. Tu ne cherches pas les grandes surfaces. Tu cherches les gens qui vont apprécier cette qualité. Alors, comment tu fais pour démarcher ce genre de marché? Alors, ça commence par le bouche à oreille. Ensuite, moi, ce que j'ai, c'est tant que ma marque n'est pas encore très développée, il y a une partie que je peux vendre à des grossistes. Très bien. Et qui me permet ensuite de faire grandir ma partie, la marque. Exactement. Donc c'est sur ça que je mise et petit à petit, au fait, la marque d'année en année va, j'espère, Inch'Allah. Super. Et donc, alors pour les gens qui sont intéressés, parce que je suis sûr qu'on va recevoir des messages et on va nous dire comment on peut se trouver cette huile. Alors, après que tu nous aies donné des échantillons 50 litres chacun, comment tu fais pour, s'il en reste quelque part, comment tu fais pour les vendre? Est-ce que tu as un site? Est-ce que tu as une plateforme? Ou c'est plutôt du bouche à oreille? Littéralement, tu vas démarcher les gens. Il y a la page Instagram, faire une petite tasse. On mettra le lien éventuellement. Bien sûr. Et bon, pour cette année, il n'y en a plus. D'accord. Donc la prochaine alors, il y a combien de récoltes par an? Une seule. C'est ça. Entre octobre et décembre, janvier. Et une huile, tu peux la garder combien de temps? Encore une fois, ça dépend comment elle est faite. Si c'est une extra vierge, qui était vraiment faite dans les règles de l'art, donc juste les olives récoltées de l'arbre, transformées dans la journée, etc. Dans l'inox, stocké dans un endroit à l'abri de la lumière, etc. Tu peux la garder 2-3 ans peut-être. Sans problème. Et est-ce que ça a la même... en fait, ça mature aussi comme le vin, c'est-à-dire non, c'est pas le fait de l'avoir gardé longtemps qui va faire... La meilleure huile d'olive, c'est celle que tu viens de récolter. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'une huile d'olive qui est très très jeune, c'est-à-dire quand tu viens de la triturer, elle est très très amère. D'accord. C'est normal. C'est normal. Hein. Ouais, c'est normal parce que... mais c'est celle que j'aime. Voilà, je pense que toi aussi, c'est ça. Ouais, moi aussi. Moi, c'est celle que j'aime. Alors, est-ce que vous mangez de l'huile d'olive avec le pain directement? Oui, c'est magnifique. Mais son huile d'olive, elle est très forte. C'est pas au goût de tout le monde, mais moi, c'est ma préférée. Un au grand malheur de mes parents, moi, je suis jamais arrivé à manger de l'huile d'olive. J'adore tout ce qui cuisine avec l'huile d'olive. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis devenu j'arrive même plus à cuisiner avec une autre huile. Mais l'huile d'olive, à la rigueur, c'est bizarre comme truc parce que en salade, j'adore aussi. Mais le pain et l'huile, c'est trop fort pour toi. Exactement. J'arrive pas, c'est vraiment fort. Ça dépend du temps. Tu sais qu'il y a des marques qui vont laisser l'huile se reposer 3 mois avant de la mettre en bouteille parce que ils savent très bien que cette huile-là, elle est trop forte. Elle est encore très amère.
Et au fait, ce qui se passe, je prends l'exemple du jus d'orange. Quand on cherche un jus d'orange frais, on souhaite retrouver le sucre et aussi l'acidité de l'orange. Ouais, il y en a qui si tu prends un jus d'orange, tu le laisses une semaine et il devient basique, c'est juste du sucre. Bah, pour l'huile d'olive, c'est pareil. Si tu prends une olive mchzara, et tu la croques, c'est très amer et c'est même un peu âpre. Donc si ton huile d'olive, tu ne retrouves rien de tout ça, c'est qu'il y a eu un process de fermentation. Exact. Pour que ça devienne très doux, très sucré, c'est qu'il y a eu... c'est-à-dire même quand j'ai assez de... quand la récolte le permet, je fais 2 variantes. C'est-à-dire une qui est assez jeune, assez verte, pardon, ce qu'on appelle un fruité vert, donc des olives qui sont très vertes. Et je peux laisser 1 mois plus tard à peu près, quand il y a plus d'olives noires, pour faire une huile un peu plus douce. Donc, d'accord. Pour avoir les 2 goûts. C'est-à-dire pour les 2 goûts, c'est ça. D'accord. C'est ça, exactement. D'accord. Ouais. Alors, quand on parle de bio, en général, aujourd'hui, c'est un débat et c'est une idée, enfin, je veux dire, c'est une façon de penser. C'est une tendance, c'est une mode même. C'est même passons la mode aujourd'hui, on est en train tous de se rendre, surtout vu ce qu'on a vécu pendant ces dernières périodes, et on s'est rendu compte que, voilà, manger sain, c'est ce qui nous sauvera la vie, littéralement. Tout simplement. Et comme j'ai déjà dit sur un autre podcast, notre génération, nous sommes peut-être la seule génération dans l'histoire de l'humanité qui avons consommé le plus de sucre. Je ne pense pas qu'il y ait une génération plus que nous. Je ne sais pas ce qui va se passer. Aussi. Les 2, voilà, exactement. Et l'addiction au sucre est terrible. Et on s'en est pas rendu, enfin si, on s'en rendait compte peut-être, mais on traitait ça de façon un peu, voilà, comme on se disait, et donc la maladie qui va avec est l'une des maladies les plus répandues, que ce soit au Maroc ou dans le monde. Donc ça nous a fait réveiller un peu de se dire, on alliait le plaisir de manger à la sucrerie, au fait que ce soit sucré. Alors que le plaisir de manger, notre palais doit se réhabituer à ça. Et pour se réhabituer à ça, le bio, d'ailleurs c'est ça ce qui est drôle, moi j'ai une anecdote sur ça, tu sais, je me suis rendu compte, où j'ai connu le mot bio, quand je suis parti en France, quand je faisais mes études, à Montpellier, en bas de chez moi, mais littéralement en bas de chez moi, la porte de mon immeuble, la porte qui est à côté, c'était un maraîcher qui vendait des légumes et des fruits, c'est une dame. Et j'achetais de temps en temps des fruits et légumes chez elle ou au supermarché. Et je ne faisais pas la différence. Pour moi, c'est juste un marchand de fruits et légumes, quoi, mais sur un marché, c'est pareil. Donc, je n'avais pas cette notion dans ma tête. Et un jour, il y avait des fraises. Et il y avait des fraises françaises. Et il y avait des fraises marocaines. Il y avait écrit Maroc dessus. T'ont suivi. T'ont suivi jusqu'en France. Par réflexe, bien sûr. Je lui dis, bon, je vais prendre... Quelqu'un qui sait que tu es là, Habibi, tu es là. Qu'est-ce qu'elle va me dire, la marchande C'est pour ça que ça m'a... C'était vraiment... Je suis tombé des nues. Elle me dit... Donc, je fais mes courses. Je vais prendre des fraises. Elle me dit, alors, vous voulez celles-là? Celle des bougnoules ou celle des... Tu veux celle des bougnoules? Ouais, presque ça. Tu veux celle des sans-abri, des réfugiés politiques, ou tu veux les normales? Presque ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les Françaises, celles qu'elles avaient, alors, c'est d'une région en particulier en France où ils ont les meilleures fraises. Elles étaient très belles. Elles étaient vraiment très belles. Elle me dit, bon, celle-là, c'est pour manger, et celle-là, c'est pour écraser. Ah, intéressant. Les fraises marocaines, c'est pour faire des jus et tout comme ça. Je lui dis, mais pourquoi écraser? Moi, j'adore. Elle savait que j'étais marocain. Elle me dit, ouais, mais justement, il faut que c'est quoi la différence? Celles-là, elles sont plus belles pour faire, voilà, pour les manger. Pour des desserts, pour elles ont plus de goût. Gâteaux, etc. Celles-là, elles sont... Je dis, mais moi, les fraises que vous voyez là, les Françaises, c'est les fraises que je mange chez moi au Maroc. Elles sont aussi belles. Hein. Celles-là que vous avez, on vous envoie les restes de nos fraises marocaines. Ce qui n'est pas toujours le cas. En général, on envoie la bonne qualité à l'extérieur. Elle avait que cette qualité-là. Et je lui dis, mais dans tous les sens, bah, voilà, c'est... Et moi, par fierté, bien sûr, marocaine, je lui dis, mais au moins les nôtres, elles sont naturelles. Elle me dit, non, elles ne sont pas naturelles. Les vôtres, elles sont, on appelle le conventionnel. Je dis, mais c'est quoi le conventionnel? Je dis, quoi, tu fais pas la différence entre le conventionnel et le bio? Je dis, mais quoi, bio? Pour moi, c'était de bio quelque chose de naturel, c'est-à-dire qui pousse dans les arbres et tout ça. Conventionnel, c'est tout ce qui était transformé. Il me dit, non, les pesticides. Donc là, après, je comprends qu'il y a des pesticides et tout ça. Je ne me suis jamais vraiment intéressé à ça. Elle me dit, non, tout est traité par les pesticides. L'agriculture au Maroc, quasiment, c'est des grandes exploitations qui, pour assurer un rendement, donc forcément, ils utilisent des pesticides et tout.
Et pour le coup, par fierté marocaine, je lui dis je vais acheter les françaises et je vais les écraser. C'est celle-là que je vais mettre en jus. Je vais écraser les Français. On parle Je vais bien les de mettre en fraises. jus. Voilà, comme ça t'apprendra de me dire que Non, tu les as pas goûté? Si, elles sont super bonnes. Les françaises, c'était exceptionnel, c'est vrai. Les marocaines, c'était un peu moins sucré. Mais c'est là où j'ai compris qu'au fait, voilà, le conventionnel, c'est pour nourrir tout le monde, en fait, pour avoir un rendement très élevé. Et aujourd'hui, le bio, j'aimerais avoir ton avis dessus. Comment le mien aussi. Hein, bien sûr, si ça se trouve, je sais 2 ou 3 trucs non, mais aussi. Il est dedans. Je veux dire, toi aussi, tu vas me donner ton avis. Mais je veux dire, moi, je l'ai ramené, donc voilà. Je prends la commission. Comment on va pouvoir passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture bio en assurant le même rendement, même à la rigueur, la même fourniture de... Moi, j'ai une petite idée peut-être qui peut-être va se passer après, mais j'aimerais bien savoir, toi, est-ce que tu penses que ça pourra se passer? Je pense que c'est possible. Après, moi, je sais pas, il faut, je pense, des politiques, des politiques assez fortes pour vraiment faire ce changement. Mais au fait, il faut le voir comme... le problème avec l'agriculture conventionnelle, c'est qu'on voit la terre comme un bhal tu vois, l'investissement que je vais mettre dessus. D'accord. Alors que c'est un être vivant en soi qu'il faut lui nourrir pour nourrir ses plantes. Exactement. Donc en fait, l'agriculture bio et l'agroécologie, pour en parler aussi, c'est vraiment donc c'est un mélange d'espèces, etc. Mais c'est comme une personne qui veut s'entraîner pour un marathon. Donc il a le choix, soit il va se piquer pour se doper, donc il va pouvoir courir d'ici peut-être 2 ans, mais il aura des problèmes au cœur. Soit il va s'entraîner, prendre le temps de s'entraîner sur le long terme pendant 4 ans, 5 ans plus, et ensuite les résultats vont commencer à apparaître après. Donc c'est à peu près pareil pour l'agriculture et pour le sol. Donc le sol, plus on lui donne ce dont il a besoin, donc du carbone, le couvrir, ne pas trop le labourer, enfin éviter même le labour un peu, mélanger les espèces, etc. Plus on va dans cette voie, plus on aura une agriculture qui est fertile, dont les rendements peuvent dépasser même l'agriculture conventionnelle. Donc c'est possible d'avoir un rendement supérieur si on s'y prend bien. C'est ça, mais il y a une ferme qui est connue en France de permaculture qui s'appelle la ferme du Bec et Loin, si je me souviens bien. Même l'INRA, l'Institut national de recherche agricole française, d'accord. Les avait suivis pendant 2-3 ans et se sont rendus compte qu'ils avaient de meilleurs rendements que l'agriculture conventionnelle. Et sur toutes sortes de produits. Oui, toutes sortes de produits. Après, c'est sûr, ça demande un peu plus d'investissement forcément, en termes de logistique. Déjà de rattrapage, de faire revivre le sol. Soigner la terre. Soigner la terre et de logistique. Parce que avoir quelqu'un qui investit sur 50 hectares et il fait du blé, c'est pas pareil qu'avoir 50 espèces. Exact. Il y a des oliviers, j'ai des ruches, je fais du miel. C'est en agroécologie, donc pas de sucre, etc., pas de cire artificielle. Il y a des citronniers, du jujubier, il y a des... Tout un environnement. Tout un environnement, tout un écosystème qu'on essaie de créer. D'accord. Donc, et le but, c'est vraiment de trouver le point où ça reste rentable en respectant au maximum le sol et les produits, et donc forcément après les personnes qui vont le consommer. Donc pour moi, techniquement c'est possible, mais il faut une vraie volonté. Politique. Je pense politique. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. Je sais pas. Il n'y a pas d'autre façon parce que les clients, comme il a dit Jawad, personne ne va te dire moi je veux le conventionnel et pas le bio. Bien sûr. Tout le monde va. C'est possible. Oui, mais je veux dire. Ne serait-ce qu'au goût, etc. Exactement. Mais je veux dire par principe, je dis mais si tu me donnes un truc qui va me porter, une tomate qui a tous les nutriments possibles, qui va me faire du bien et qui est en plus bonne. En aucun cas, je vais prendre la tomate conventionnelle. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, leurs fruits et leurs légumes sont très très beaux. Ils sont parfaits. C'est exactement, c'est le mot. Ils sont parfaits. Parfait. C'est-à-dire la tomate, on dirait qu'elle a été dessinée dans un cours de géométrie. C'est-à-dire elle est parfaite. Mais moins de goût. Exact. C'est le gros problème du conventionnel. Après, c'est le compromis. C'est pas juste le conventionnel. Il y a aussi, comme je disais, le bio, c'est une partie, un facteur parmi 10. On simplifie, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Parce que en fait, bio, ça veut c'est-à-dire que je peux faire planter des tomates sans hors-sol. Ils peuvent être bio. Exact. Alors que hors sol. Pour nous, c'est pas bio. Là, dans le vrai. Dans la nature, ils sont pas hors sol, ils sont par terre. Voilà. En fait, ils peuvent avoir un bon goût, etc. Mais ils vont avoir beaucoup moins de nutriments que la même tomate qui aurait poussé par terre. En fait, c'est technique, donc ça c'est le plus important. Faut pas oublier le sol. Exactement, le sol c'est le plus important. Ça, la terre, c'est le plus important. Et Jawad a pris l'exemple
L'esthétique. L'esthétique, Ouais. c'est juste incroyable. Pourquoi ? Parce que ça, dingue. en fait, c'est le plus grand drame de l'alimentaire. C'est qu'on nous a habitués. C'est pour ça que notre génération est une génération témoin. Oui, on cherche le beau et pas le bon. Ah, voilà. C'est-à-dire qu'on nous a vendu des aliments pour leur beauté, non pas pour ce qu'ils nous apportent comme nutriments et comme énergie, comme tout ce dont notre corps a besoin. D'ailleurs, dans les marchés conventionnels, n'importe quel supermarché, on va vous mettre en face des tomates parfaites, des oranges parfaites, des trucs parfaits. Donc, alors que c'est hallucinant comme méthode. C'est du marketing, forcément. C'est comme ça, on ne va pas rentrer dans le détail parce que c'est comme ça qu'ils ont vendre des millions et des millions de choses. Mais c'est ça le dramatique, c'est qu'il y a des gamins, quand ils voient une tomate qui est un peu cabossée, pour eux, elle n'est pas bonne. Exactement. Pour eux, elle n'est pas bonne. Ou une tomate... Moi, comme vous le savez tous les deux, je reçois un marché, moi, à mon club Acacia, qui est un réseau, une association de Rian, qui est le marché paysan. Donc j'ai beaucoup appris avec eux, j'ai vraiment beaucoup appris beaucoup de choses, c'est super intéressant et tout. On a toujours ces discussions-là et tout ça. Et d'ailleurs, voilà, c'est une niche aujourd'hui, forcément, parce que c'est cher, forcément, parce qu'ils ont un rendement très faible. Donc forcément, voilà, c'est l'offre et la demande aussi. Exactement, voilà, donc c'est certain. Forcément, ils ne peuvent pas mettre les mêmes prix que le conventionnel. Et ces discussions-là, j'ai beaucoup d'enfants qui viennent avec leurs parents, forcément, faire les courses et faire le marché. Et c'est très intéressant d'emmener les enfants très tôt faire un marché et de leur expliquer que ça n'a strictement rien à voir et la beauté n'a pas de sens dans l'agriculture. Exactement. Ça n'a pas de sens. Une tomate belle, ça n'existe pas. Et puis peut-être qu'il faut redéfinir la beauté. Exactement. Est-ce qu'une tomate tout à fait ronde, parfaite, qui ressemble à une balle de tennis rouge, on a décidé que c'était ça la beauté. Tu sais, j'avais vu un truc, une petite parenthèse rapide, un grand chef français qui disait que on lui a demandé, est-ce que tu cuisines pour tes gosses ? Et il disait, oui, mais ils ne sont pas super fans. Parfois, ils m'agacent un peu. Ils me disent, papa, on veut aller au McDo. Alors, et il les emmène au McDo. Et il explique qu'en fait, ce n'est pas de leur faute parce qu'on les a habitués à un goût trop sucré, trop salé, le coca pour le sucre, les frites pour le salé, etc. Qu'il faut réentraîner son palais à apprécier des produits sains. Parce que maintenant, une tomate, on va trouver qu'elle n'est pas assez sucrée. Mais alors que c'est ça. On attend le ketchup dans la tomate. On attend le ketchup, exactement. On s'attend à trouver du ketchup. Mais voilà, il faut réhabituer son palais. Mais ça, c'est le départ de tout. Parce que, Ali, quand tu parles de rendement, tout ça, c'est technique. Là, on a quelqu'un qui est dans le domaine, il te dit c'est possible. C'est possible. C'est-à-dire qu'on peut le faire. Il y a la volonté de le faire, c'est-à-dire il n'y a pas de façon de faire que par la politique. De toute façon, il faut qu'il y ait une politique derrière. Après, forcément... Mais il faut une volonté. Une volonté, parce que l'agriculteur, quoi qu'il fasse, s'il n'est pas aidé pour transformer ça en agriculture conventionnelle en agriculture biologique, il ne peut pas s'en sortir. Le gars te dit, moi, je gagne très bien ma vie, l'agriculture conventionnelle, in fine, c'est ça le plus important pour lui. Et il y a aussi, je pense, des investisseurs qui cherchent la rentabilité dès la première année. C'est ça, Qui vont mettre des engrais à fond. Si tu veux appliquer les méthodes du marché capitaliste libre dans l'agriculture, tu as ce que tu as aujourd'hui. Tu as le conventionnel, sauf que dans des années, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est en train de tuer notre terre. C'est-à-dire qu'on est en train de commettre un crime contre nos terres et nos enfants. C'est-à-dire nos enfants, même la fameuse tomate belle que tu voulais, tu ne l'auras plus. Et où tu l'auras à un prix exorbitant. Parce que ça consomme de l'eau comme pas possible. L'agriculture biologique fait très attention à ça. Ils font très attention à comment ils utilisent l'eau, comment ils le consomment. Bon, on aura peut-être l'occasion de parler des systèmes symbiotiques parce que c'est pour moi quelque chose qui me passionne et l'occasion qu'Ali soit là. Alors moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors, le système symbiotique, c'est un système qui existe depuis les années 60-70, qui inclut la permaculture, l'agriculture biologique. En fait, c'est très simple comme idée. C'est, au lieu de faire la guerre aux industriels, ce qu'on a fait depuis que l'industrie existe, c'est-à-dire les méchants et les gentils, et ils gagneront toujours parce qu'ils ont l'argent pour gagner, ils ne pourront jamais. C'est très difficile ce qui passe d'ailleurs dans le renouvelable, ce qui se passe d'ailleurs dans plein de choses. La symbiotique propose une idée de ne plus les exclure de l'environnement qu'on veut établir. C'est très simple. Je vais vous donner un exemple le plus simple possible. Vous prenez la ferme de Ali. Il cultive des oliviers et tout. Il va avoir peut-être besoin d'eau. Il va avoir besoin de puits. Et le principe, c'est que est-ce que tu produis des déchets dans ta fabrication des olives ? Oui. Déchets naturels, c'est-à-dire les olives et tout, quand tu transformes en huile d'olive. Voilà, donc tu produis des déchets naturels. Ces déchets naturels, j'imagine que tu les utilises en engrais après, ou que tu les transformes, ou que qu'est-ce que tu fais avec ? Ou ça se vend. Ou ça se vend, voilà. La symbiotique propose que
par exemple dans la ferme de Ali, qui est zéro déchet. C'est-à-dire que les déchets qui vont être produits vont être utilisés par quelqu'un d'autre, ou utilisés même dans la ferme, ou produire de l'énergie. Ainsi de suite. Autour de la ferme de Ali, il y aura des clients, il y aura d'autres producteurs. On va essayer de mettre de la symbiose entre eux. C'est-à-dire qu'on extrait le minimum de choses de la terre et qu'on produise le maximum d'énergie entre nous et de biens et de services entre nous. C'est-à-dire que tout ce qui sort comme déchets va être réutilisé pour recréer. Que ça rentre dans un circuit, en fait. Tout simplement. Tout un écosystème. La symbiotique, c'est ça, sauf que c'est applicable partout. Donc un industriel, au lieu d'aller lui taper sur les doigts, de lui dire, de le taxer, de lui dire tu vas payer ça, tu es un pollueur, on dit non, viens. On va comprendre. Et il vient. Il n'y a pas de problème. Il faut qu'il accepte. Il vient, en et général. qu'il sache qu'il en a, comme il a dit à Ali, qu'il a intérêt à le faire, même financièrement. Oui, il faut que ça Tu es producteur de déchets, je te propose que tes déchets soient utilisés, être vendus, utilisés autre part, ou les diminuer déjà, et ainsi de suite. Et de comprendre que tu es dans un environnement. Tu n'es pas juste une industrie et que tu t'en fous de ce qu'il y a autour. Ne pollue pas la nappe d'eau où tu es, ne pollue pas la forêt où tu es. Au contraire, implique-toi et intègre ça et tu vas y gagner. Pourquoi ? Parce que plus tu vas faire cette démarche symbiotique, plus tu auras des clients contents, plus ils vont comprendre que cette marque ou cette industrie s'occupe de leur santé aussi, qu'elle a au moins la volonté de le faire. Et ça va créer des circuits vertueux. Donc là, pour le coup, la biologie, l'agriculture biologique et la permaculture, elle aura l'avantage de ne plus devoir faire des centaines de kilomètres pour livrer leur production. Ça va créer des petites fermes biologiques partout. Partout, c'est-à-dire dans les villes, par exemple, les fameuses fermes urbaines, faire que on ne soit pas plus d'1 heure de route ou une demi-heure de route pour faire ses courses dans un marché biologique, ou au moins des points de vente de marché biologique. Ferme sous ici, c'est très rentable. Voilà, la preuve. Je connais un gars qui habite à Suisse, il a un peu de terrain, s'il veut bien. Donc cette démarche-là s'intègre aussi dans le biologique. Donc le marché qui sont aussi certifiés par le RIAM, ils ont ce problème-là. C'est qu'ils te disent, à un moment donné, on a un problème de produits, donc on n'en a pas beaucoup. Donc les gens, les premiers, comme on dit, ils ont les meilleurs produits et tout. Et ça reste cher, parce que dans ce cas-là, vous allez avoir les mêmes clients tout le temps. Vous n'allez pas pouvoir, vraiment aller plus loin, parce que le prix est vraiment, à un moment donné, tu ne peux pas. C'est-à-dire, quand nous, on vit en famille, si je devais acheter... Bien sûr, que du bio, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que c'est pas possible. Donc, et la majorité des Marocains, c'est comme ça. Donc, il faut penser à ce que, pour réduire ce coût-là et réduire ce prix-là, en faire plein partout. Mais on ne peut pas le faire sans les industriels qui sont aujourd'hui ici et qui puissent aider à ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils trouvent un intérêt. Moi, je trouve qu'à un moment donné, l'industriel, son but, c'est de vendre. Oui. Donc, s'il commence à vendre un produit bio... Et il te dit, oui, tant que je n'y perds pas, tant que je gagne de l'argent dessus et que je redistribue de façon intelligente, c'est-à-dire sans polluer et tout ça, je pense qu'on peut y arriver. Mais sans volonté politique, ça va être très difficile. Ça, c'est clair que ça va être très difficile. Je pense qu'il y a même une volonté personnelle. Ah oui, ça, c'est dire nous. Et comme a dit Jawad, pardon, c'est d'éduquer les enfants. D'éduquer les enfants à faire. Mais qu'est-ce que tu veux dire par volontaire ? Tout le monde va vouloir manger du bio. Personne ne va te dire non, je préfère les trucs pesticides. Dans les pays où le bio a dépassé la partie mode et c'est devenu quelque chose de très recherché, où tu as vraiment la moitié d'un carrefour qui est bio, avec le bio, tu peux avoir des tomates cultivées hors sol, mais qui ont le label. Donc c'est la recherche de trouver la petite faille qui te permette de faire quand même une tomate hors sol bio, mais qui n'a peut-être pas assez... Elle n'a pas de pesticides, certes, mais elle n'a pas de nutriments. Ouais, elle est un peu moins chargée en nutriments, elle a été cultivée hors sol, donc il fallait chauffer les serres. Donc, tout le monde s'est inquiété, Farsin, il faut le dire, sincèrement. On s'est tous inquiétés quand on a commencé à voir le bio dans les supermarchés. La première question qu'on s'est posée, est-ce que c'est vraiment du bio ou pas ? Parce que c'est légitime. Tu me vends toi des tomates juste à côté, tu me fais des rayons à perte de vue. Non, mais parce que même moi, c'est un réflexe, je veux dire. Je ne dis pas que c'est pas du bio, mais je veux dire, c'est normal de se poser cette question. Oui. Tu vas chez un fruit et légumes, tu imagines un marchand de fruits et légumes, il te dit, bon, ça, ces tomates, c'est des tomates bio, c'est des tomates... Oui, tu te dis, qu'est-ce qu'on mangeait avant ? Et tu me dis qu'il n'a pas mis des tomates bio là-dedans. Donc la question va se poser. Moi, je pense que c'est beaucoup plus logique et beaucoup plus sain d'avoir une relation avec le producteur. Moi, le marché du samedi ou du dimanche, tu as des producteurs. Des fois, il y a des clients qui ne sont pas contents, des clients qui posent des questions, ils disent c'était pas bon la dernière fois. Il n'y a pas de problème, viens à la ferme une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Venez, on a besoin de ça. On a besoin de vos avis, on a besoin de s'améliorer parce que tu me corriges si je me trompe. Dans les certifications bio, il y a des étapes, il y a des degrés. C'est-à-dire que tu ne commences pas du jour au lendemain, tu es bio. C'est que tu suis tout un processus pour devenir bio. Un processus de conversion, même si tu es déjà bio, ils vont te suivre pendant au moins 2-3 ans. Voilà. Donc et tout ça, c'est partagé avec les clients. Et le RIAM dont tu parlais que tu reçois, c'est une certification
qui est parallèle au bio et qui certifie le fait que tu suives un peu les principes de l'agroécologie. Donc mélange d'espèces, peu de labour, C'est ça. bien sûr pas de pesticides, mais Et tout ça, ils s'autocontrôlent, en fait. ouais, Ils c'est-à-dire que s'autocontrôlent. moi, je vais certifier des fermes. Exact. Et Et eux la ferme va venir viennent chez me elle. contrôler, etc. Je trouve que c'est intéressant. Ouais, C'est du non, partage. c'est l'esprit communauté. Et c'est bien quelque sûr. part un peu honnête. En fait, Mhm. quand le client vient, il se dit au moins, voilà, ils sont honnêtes. Ils disent, voilà, Mhm. voilà où on en est. Voilà, Mhm. ici on en est. Donc je trouve que c'est une bonne manière. Mais voilà, éduquer les enfants, faire de telle sorte à ce que les politiques prennent en main ces choses-là et qu'on passe comme a dit Jawad, d'un truc élitiste, un truc qu'il n'y a que des gens qui peuvent se permettre le bio, Un truc plus global. à plus global et qui intéresse beaucoup plus de monde. Et plus des gens vont s'y intéresser, le prix va diminuer, mais c'est juste certain. mathématique. Exactement. C'est juste mathématique. Ah ben c'est super. Donc, on va passer à la deuxième passion de Ali et que je sais que ça va intéresser beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Donc, Nous y compris. Nous y compris, Moi, je m'y connais beaucoup moins, mais c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Alors, on va parler football. Alors, Messi, Shkoulan. Ah là là, Non, non. regarde, football. Mais on joue au football Bien avec sûr, Ali et il est plutôt mauvais. Alors, il a l'honnêteté de l'admettre. il ne peut pas être moins bon que moi. Mais on va parler justement de voitures. Alors, c'est vraiment un sujet, moi, qui me passionne. Surtout que, alors, bien sûr, les voitures de collection, je sais que tu es un grand fan et que tu en as... alors, je ne sais pas si tu qualifies... est-ce que tu as déjà eu des voitures de collection? Comment on définit déjà une voiture de collection? Est-ce que c'est un âge? Est-ce que c'est... Il y a une limite d'âge? Il y a une limite d'année? Au Maroc, il y a une vraie dénomination de collection. D'accord. C'est toute voiture qui a plus de 25 ans et qui a été attestée par une association de voitures antiques, etc., comme voiture qui puisse être catégorisée comme voiture de D'accord. collection. Labellisé bio aussi. Donc, comme Exactement. quoi, Mais là, l'avantage, c'est que tu ne payes plus de vignettes. Ah ouais, c'est vrai que ça, c'est cool. Mais ok. Toutes les voitures qui ont plus de 25 ans ne peuvent pas être des voitures de collection. Ah d'accord, Ah, c'est pas automatique. C'est pas automatique. Au D'accord. Maroc, hein. Mais Au Maroc, dans la ok. notion internationale, une voiture de collection, c'est selon toi. Si toi, cette Oui, voiture... tu la collectionnes, elle est Voilà, de collection. exactement. Mhm. Oui, mais c'est- nous c'est surtout, j'imagine, par rapport à ça, par rapport à À la la vignette vignette, et tout etc., ça. oui. D'accord. C'est ça. Sinon, tu n'auras plus que des Ouais. voitures de 25 ans qui circulent. C'est ça. Cuba. Cuba. Tu vois, Cuba. Mais avant, il y avait toutes les voitures qui avaient plus de 20 ou 25 ans ne payaient plus de vignettes automatiquement. Et Ah, c'est d'accord. depuis, je sais pas, depuis quelques années que c'est D'accord. devenu... ça s'est prolongé. D'accord, D'accord. d'accord. Et donc, des fois, tu as des voitures qui ont 25 ans qui payent 8 000 ou 20 000 dirhams de vignettes. Mais c'est aberrant. C'est- La ouais, voiture, c'est- les gens l'abandonnent. Tu peux Bah pas. forcément, ouais. la vignette coûte plus cher que la Mhm. voiture. Voilà, elle-même, donc donc, ça, mais tu en vois, hein, tu vois des cas de voitures comme ça qui ont des vignettes de 2000 dirhams qui n'ont pas été payées depuis. Je sais pas. donc il te dit, je la vends à 8000 dirhams. Ils te disent, Sauf qu'elle a 4 ans de vignette de ils te repas. la vendent pas. Ils te disent, si tu veux, tu la viens prends. avec moi, tu payes les vignettes qui manquent, etc. Donc il y a vraiment, et bon, il faut absolument les payer avant de pouvoir la catégoriser de D'accord, collection. d'accord. Donc il y a des associations qui essayent qui œuvrent pour essayer d'annuler ça et de pouvoir catégoriser une voiture de collection directement. Mais Et bon, aujourd'hui, alors, la voiture de collection de tes rêves, à toi, que tu aimerais avoir, alors quelque chose d'accessible, pas des voitures qui coûtent un demi-million de dollars. ça me fait pas spécialement rêver, mais une voiture qui me fait vraiment rêver, Porsche 911 des années 80-90. Pour les D'accord. connaisseurs, une type 964. Bien sûr, Ouais. 42, Non, de toute façon, on aura, à partir de moteur maintenant, RJ45. Les connaisseurs, ils vont C'est- te répondre. Voilà. Dans- Les derrière autres, leur ils écran. décrochent. Non, les autres, au contraire, on va leur expliquer cette Non, mais passion-là. vous la Parce que connaissez, c'est sûr, elle ressemble à celle on mettra l'image. Ah, Il y avait Jawad un film, s'occupe ça, il s'occupe très bien de ça. Jawad. le film des Bad Boys. Les Ah films, oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Ils avaient une Porsche noire. Le premier Bad Boy. Ouais. Ah, d'accord, C'est d'accord. une qui ressemble à celle-là. D'accord, D'accord. Une voiture qui est mythique aux États-Unis. Alors, tu me diras ce que Mm. tu en penses. La voiture mythique aux États-Unis, muscle car, comme ils disent, c'est la Mustang. Ouais. Et la Shelby, GT Shelby, quelque chose comme ça. Est-ce que pour toi, c'est une voiture qui mérite l'aura qu'elle a? Je pense que l'aura, ça dépend juste C'est des personnel. personnes. Ouais, Mhm. c'est personnel. Elle a une histoire, elle a vraiment bien marché. La Elle a marque Mustang, est-ce que c'est quelque chose qui t'attire, toi, ou Moi, pas personnellement, vraiment? Oui. les anciennes, oui. Les dernières, Pas trop, vraiment. pas trop. Pas vraiment. Mais Et toi, c'est quoi ta voiture de rêve? Écoute, moi, c'est un débat que j'ai eu très très souvent. Alors, pour les voitures de collection, honnêtement, c'est la Mercedes, je pense, c'est
La Pacode. La deux portes un peu. Alors, elle n'est pas si ancienne que ça. Elle doit avoir peut-être une quinzaine d'années. Hein, et j'avais un voisin. C'est 2005. Alors, peut-être un petit peu plus, une vingtaine d'années. Mais elle est pas vraie. Non. Un peu plus, même. Ah, excuse-moi, tu as raison. Un peu plus. Un peu plus. C'est la SL. C'est la SL. Ah. Coupée, deux portes. J'avais un voisin aux États-Unis qui l'avait. C'est l'une de mes voitures. Elle est classe. C'était la voiture préférée de maman Rahma aussi. Ouais. C'est une extraordinaire. voiture qui est, la deux portes, elle était blanche à l'intérieur, le cuir était parfait. Toutes les SL sont très belles. Après, bien sûr, magnifiques. les connaisseurs font la différence entre eux. Mais bizarrement, les voitures de. Alors, toi d'abord, dis-moi. Moi, c'est la même. C'est la même. Et depuis peu de temps, c'est sûrement une Madeleine de Proust, je suis obsédé, c'est depuis 1 an, par la R4. Ah, mythique au Maroc, la R4. Je suis en train de... Extraordinaire. ça se fera. On mettra les logos du podcast, etc. De ça. Parce que je suis monté dedans il n'y a pas longtemps, par hasard. Et c'est incroyable l'effet que ça m'a fait, parce que c'est bien sûr, on a tous vécu ça dans l'enfance. Et elle est incroyablement grande pour ce qu'elle est, parce qu'elle est toute petite. Et en fait, elle est magnifique, cette voiture. Elle est belle, elle est mignonne. Il y a une banquette arrière, vraiment une banquette arrière. C'est-à-dire que tu peux avoir 3 personnes. Bon, nous, on est et hors aussi, catégorie. Alors, une personne et demie pour voilà, pour nous deux. La façon dont on la conduit, la fameuse caisse. La fameuse, la caisse. Mais aussi, elle est surélevée. Beaucoup de gens au Maroc l'utilisent pour aller à la des rallyes, tout ça. etc. Même un rallye. Il y avait le rallye. Moi, c'était vraiment les voitures anciennes. Moi, j'adore les voitures esthétiquement. En technique, je suis nul, je ne m'y connais pas du tout. Je vais pas dire vitesse, je m'en fous de la vitesse. C'est pas une sensation qui me plaît. Mais esthétiquement, j'adore ça. Moi, les voitures, je ne sais pas ce que tu en penses, Ali. Ce qui s'est passé dans les années 50, 60, aux États-Unis, forcément, et c'était des voitures, mais c'était juste des œuvres d'art. Quand tu les vois, et pourquoi est-ce que maintenant toutes les voitures sont un peu moches? Après, peut-être que c'est nous, par nostalgie, peut-être qu'eux, à l'époque, ils trouvaient ça aussi beau que nous, une belle voiture aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a ce que esthétiquement, une régression esthétique? Il y a des années qui sont plus demandées que d'autres, des années qui ont plus de succès que d'autres? Ça dépend des périodes. C'est-à-dire que plus c'est ancien, plus c'est rare, et donc plus ça va être recherché en général. Mais si esthétiquement vous trouvez que les voitures des années 50-60 étaient beaucoup plus belles, plus confortables aussi, grandes, il y avait beaucoup plus de liberté chez le designer déjà pour dessiner des voitures. Il n'y avait pas autant de contraintes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de contraintes chez les designers, mais c'est vraiment énorme. C'est-à-dire qu'ils peuvent. Aujourd'hui, par exemple, vous ne voyez plus les voitures qui ont les pop-up phares qui sont comme ça. Parce que ça peut. Parce qu'en fait, il y a des crash test piéton, et donc dans le cas où tu as quelque chose qui est ouvert comme ça, c'est tranchant, et donc si tu touches un piéton, ça peut le blesser. Donc il y a vraiment des contraintes esthétiques. Des contraintes sécuritaires qui ont entravé la créativité. Sécuritaire petit à petit, genre même pour les phares à l'arrière, si vous remarquez, les phares à l'arrière, ils avec sont le toujours, coffre. Avec le coffre, ils sont toujours fixes, c'est-à-dire que le coffre il va toujours s'ouvrir autour des phares. Comme ça, si jamais tu es au bord de l'autoroute et que tu es en faute de détresse, si le coffre est ouvert, on peut quand même te voir. Il y a des voitures qui arrivent à prendre un peu plus d'aise sur ça, par exemple les Audi Q5, Q7, ils ont les feux arrière sur le coffre, mais par contre ils ont des feux de secours en bas. C'est-à-dire que dès que le coffre s'ouvre, tu as d'autres phares qui récupèrent. Donc il y a des petites techniques, mais il y a vraiment beaucoup de contraintes aujourd'hui, plus les contraintes aérodynamiques pour réduire la consommation, etc. D'accord. Et donc tout ça en fait en sorte que les voitures, peut-être que tu les trouves un peu moins osées au fait. Oui. Elles se ressemblent toutes maintenant un peu. Petit à petit, je pense qu'on va aller là-dedans. Mais même le rapport esthétique et valeur a complètement changé depuis les années peut-être 80-90. C'est que tout ce qui était de voitures de série, les voitures communes que tout le monde n'était pas très belle. Et donc, on a décidé que tout ce qui était beau était cher. Alors qu'avant, les voitures très très belles n'étaient pas forcément chères. Les voitures, par exemple, quand tu vois les voitures américaines, les Mustang, tout ça, c'était des voitures de série. C'était pas des voitures faites à part. C'est vrai. L'employé d'usine, il avait une Mustang. Je n'ai pas jamais compris ça. Pourquoi l'esthétique n'est pas accessible à tout le monde? Il y a des voitures qui sont très belles et qui ne sont pas très chères, c'est vrai. Mais l'aérodynamisme, on a tout de suite... Moi, j'ai un pote qui fait une dédicace, il m'a dit mon rêve, c'est d'acheter une Ferrari, lui mettre un moteur de Dacia, comme ça, c'est réglé, je vais consommer 50 dirhams. Il y a que الناس بغوا يشوفوا Ferrari, يشوفوا Ferrari. Et cette particularité des voitures, peut-être qu'encore une fois, c'est parce que c'est ancien,
Mais les périodes, les années 80, c'est devenu un peu carré. Tu vois, les voitures carrées, beaucoup de carrés, boxy. Les années 90. Très bubbly. Vraiment très rondeur. Même à l'intérieur, le design, même toutes les marques, Mercedes et tout, le tableau de bord sont très très ronds, les formes sont très rondes. Et après, on est revenu encore aux formes un petit peu carrées. Alors, toi, comment tu as. Déjà, ça fait combien de temps que tu as cette passion? Ça, c'est la plus ancienne depuis que je suis gosse. D'accord. Et comment c'est venu? J'en sais rien. Ah, tout seul. C'est pas quelqu'un avec qui. Ah, donc c'est très très jeune. Ouais, très jeune. Quand je jouais avec des voitures, je pense. Et après, c'était. Quand il y a quelque chose que j'aime bien rentrer dedans. Donc, moi, même la partie mécanique, c'est. Ah, donc voilà. Donc, mécanique, c'est-à-dire que tu vas passer beaucoup de temps sur les moteurs. Sur, ouais, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que ça, c'est j'essaie génial. de comprendre. Je pense que ma formation d'ingénieur aide aussi. Forcément. Etc. Non, pas aide, ça t'a forcément poussé à être ingénieur, j'imagine. Que tu as touché à ça quand tu étais. Peut-être, les Lego et tout. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que. Je passe pas un jour sans. Sans aller toucher la voiture. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Sans aller toucher la voiture, sans me renseigner sur ce qui se passe sur l'invité. Non, au contraire, mais je te jure, il se reconnaîtra. Tu sais qu'on la gardera, celle-là. Il y a des gars qui ne peuvent pas passer un jour sans aller mettre la main dans le moteur et d'aller... Ah d'accord, ok. Donc c'est te renseigner, tu es tout le temps sur ta tablette. J'ai retapé une voiture ancienne, une BM des années 80. Super. Et ça t'a pris combien de temps? Je l'ai fait petit à petit. Ouais. Alors tu l'as pris, elle roulait pas ou elle roulait quand même? Elle roulait, mais mal. Sur une roue. Alors, tu l'as pris vraiment. Non, en fait, ce qui se passe au Maroc, c'est que la plupart des voitures anciennes ont été généralement beaucoup trafiquées. C'est-à-dire que, imagine quelqu'un qui veut une BM des années 80, elle a passé plusieurs mains, etc. Et comme l'accès aux pièces est difficile au Maroc, très difficile même, des fois il faut trouver des solutions de dépannage pour que la voiture continue à rouler si c'est ta voiture de tous les jours. Et donc ce qui se passe, c'est que tu te retrouves avec une vieille BM qui a un moteur de Mercedes, une boîte de vitesse de je sais pas quoi, etc. Et les fils qui sont un peu trafiqués parce qu'il y avait quelque chose qui marchait plus. Et ça, c'est très difficile à j'imagine. Et surtout retrouver les pièces de la voiture. Aujourd'hui, tu les trouves à l'étranger, etc. Alors comment ça se fait que des voitures qui ont 30 ans, 40 ans, il y a encore des pièces? Enfin, c'est des pièces qui sont reproduites? Parce qu'il y a une communauté qui les achète encore. D'accord, donc il y a une demande. Une BM des séries 3 des années 80. C'est une voiture qui s'est vendue à des millions d'exemplaires et il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui les cherchent, qui les retapent, etc. Et c'est des pièces d'anciennes voitures ou là c'est des nouvelles pièces C'est des nouvelles pièces refabriquées. Très bien, donc voilà, donc les constructeurs... Il y a un marché pour, donc super. Donc tu as l'assurance d'avoir une pièce d'origine. Et certaines marques qui... même si le marché peut-être n'existe pas pour telle pièce, vont continuer. C'est-à-dire que Mercedes, je pense qu'ils fabriquent pratiquement la majorité des pièces des anciennes voitures, Porsche aussi. Donc c'est-à-dire que tu es assuré de retrouver une pièce pour une Porsche ou une Mercedes. Petite BM un peu moins. Mais tu sais, Cuba, justement, ils étaient bloqués avec des voitures anciennes. Et ils n'ont pas comment, parce que le blocus, etc., ils sont un peu coupés du monde, donc ils n'ont pas comment se débrouiller des pièces. Donc ils retrafiquent ça avec des moteurs de tracteurs, des ci, des ça. Mais ils ont des voitures magnifiques des années 60-70. Et mais à l'intérieur, c'est un moteur de dépannage, un moteur de ce qu'ils ont pu trouver. Super. Et tu as, une fois que tu as pris la voiture, est-ce que tu as une idée du chantier qui t'attendait? Tu sais que c'est vraiment, tu te dis, ça prendra le temps que ça prendra. Au fur et à mesure. Le temps que ça prend, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont prioritaires. Enfin, pour moi, ça dépend. Il y a des gens qui vont retaper en premier lieu la carrosserie, la repeindre, etc. Alors que le moteur peut-être tourne pas très bien. Moi, c'est vraiment le fond de la voiture, c'est-à-dire les freins, les amortisseurs, la sécurité, etc. Et limite, la carrosserie. C'est en dernier. C'est en dernier, et même si elle a des petites... Tu t'en fous, ça fait partie de son charme. Exactement, partie de sa vie, etc. Donc c'est comme pour les fruits et légumes, c'est pas très... Et la mécanique, alors comment tu as fait? Tu as appris sur le tas? J'ai appris, j'ai surtout la théorie. La pratique, je l'ai sur certains domaines. Et dans l'école d'ingénieur où j'étais, il y avait une association de mécanique. Et là-bas, il y avait un atelier de mécanique, on pouvait réparer nos voitures, etc. Super. Et à l'époque, j'avais acheté une Mini, les Austin, les Mr Bean. Elle avait un problème de joint de culasse et du coup, je l'ai réparée à l'atelier avec les autres étudiants de l'école. D'accord. Et tu ne penses pas qu'on devrait intégrer la mécanique très tôt dans l'éducation aussi. Tu sais que nos parents l'ont fait. À l'époque, il y avait... Mon père l'a fait. Voilà. Il y avait des notions de mécanique. Il a fait des cours de mécanique. Lui, il a fait un bac pro.
Ouais. Et ils avaient des cours mécaniques. Moi, je trouve ça essentiel. C'est Très jeune, essentiel. il faut le faire. Mm. Très jeune, il faut le faire. Il faut le faire déjà au moins une initiation. Mm. Nous, Mm. je pense pas que ceux qui nous écoutent, pour la plupart d'entre eux, je me mets dedans. On s'y connaît rien en Mm. mécanique. Hein. Moi, je Mm. le dis sincèrement. Je J'ai te fais une pas. formation, si tu veux. Oh, mais j'adorerais. Mais je te jure, Honnêtement, mais moi. moi, Voilà. je pense qu'il y aurait énormément de gens Ah, qui mais seraient voilà, intéressés. tu devrais le faire. Tu devrais le faire, Mm. les gens, parce que c'est pas normal qu'on conduise un véhicule et qu'on connaît sache vraiment- rien de Mais ce alors là, véhicule. vraiment, c'est vrai, on devine, quoi. Mm. Et bien Mais sûr, il y a la beaucoup de facilité- gens qui savent pas changer une roue. Mais bien Il y sûr. a beaucoup de gens bien qui savent sûr. même Il y pas a beaucoup où de est gens leur qui n'ont cric. plus- Qui n'ont plus de roue, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Si t'as des c'est vrai. pneus en flat, etc. Ah, exactement. Ouais. Parce que maintenant, la technique Mm. fait que tu peux. Il n'y a plus de roue de secours, mais la mécanique en elle-même, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui existe depuis des cinquantaines, 60 ans, Mm. 70 ans. Ça, Et, ça et dépend. c'est extraordinaire comme mécanisme. Et c'est ça qui va nous permettre de comprendre. Moi j'ai toujours dit qu'un passionné de voiture comme ça, c'est quelqu'un qui a un lien très particulier avec l'objet. Moi, j'ai toujours adoré ça. Quelqu'un qui a un lien particulier avec un objet, qui est passionné, qui va étudier, j'imagine, ce qu'il a dans la tête à Ali maintenant quand il va à moteur. Pas C'est grand chose, pas tant que ça. Pas tant que ça. Il donne le change. Mais dans le sens, c'est vrai. pas tant que ça. Mais voilà, donc tu te dis, ces passionnés de voiture, c'est des choses extraordinaires. Il faut les partager parce que j'imagine, il y en a qui deviennent un peu autistes, avec tout le respect que j'ai pour les autistes. Si tu te renfermes sur ce truc-là, que tu restes dedans tout le temps, non, partage-le surtout avec des jeunes, avec des enfants. C'est magnifique. Parce que les enfants adorent les voitures. Oui. Donc, ça ne fera pas très difficile d'ouvrir le capot et de leur dire voilà ce qui se passe à l'intérieur. Après, ouais, c'est sûr, ça dépend de l'intérêt de chacun. Parce que même un ordinateur, est-ce que tu as besoin de savoir l'utiliser ou est-ce que tu as c'est pas la forcément même besoin chose. de savoir comment C'est pas la marchent même les chose. puces, etc. C'est pas la même chose. Un ordinateur, aujourd'hui, un téléphone et tout, vu son utilité, c'est pas la même chose qu'une voiture. Une voiture, c'est une histoire. Quand tu prends par exemple une ancienne voiture et que tu comprends ces choses-là, c'est toute une passion. Maintenant, un ordinateur, tu as besoin d'une pièce, dans 2 minutes, tu l'as. Alors, apparemment, je ne sais vous pas si pouvez- je suis d'accord avec toi. Moi, les ordinateurs, déjà, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'on a de moins en moins accès à l'intérieur des ordinateurs. Oui, Par exemple, de moins la en marque Apple, Elle ferme. elle ferme tout. Tu sais que non seulement elle ferme tout, mais par exemple pour les téléphones, non seulement tu n'as plus accès à la batterie, mais maintenant elle met de la colle exprès Pour que ça soit justement, c'est à nous de réparer ça, c'est pas à toi. Et justement, il y a une... Non, c'est pas à réparer ça, c'est à nous pour racheter un nouveau téléphone. Tout à fait. Donc et après, il y a eu des trucs en justice, etc. Par rapport à ça. Il y a une grande association qui s'appelle The Right to Repair qui dit c'est notre objet. Bien sûr. Et donc, si on l'achète, on a le droit de le réparer où on veut. Donc, les voitures, je sais qu'ils font aussi un peu ça. La vidange, il faut la faire pendant 2 ans chez nous. Sinon, tu perds ta garantie, tu perds ci, tu perds ça. C'est un peu... ils nous bousculent un peu. Parce que techniquement, moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai besoin de faire une vidange, Ali m'aide. Et ça me coûte la moitié de ce que ça m'aurait coûté si j'étais chez Maison Mercedes. Donc, on me force. Alors, tout le temps, on nous tend le bâton. C'est-à-dire, attention, si jamais on se rend compte que tu as fait une vidange hors Maison Mercedes, et on va te facturer des prix astronomiques. La période de garantie, je peux les comprendre. Parce qu'ils ne savent pas qui a travaillé sur Oui, cette forcément. voiture. Oui. Mais une fois que tu sors de la période de garantie, Tu fais ce que tu veux. Ouais, tu as le droit de réparer, etc. Mais donc, tu déconseilles aux gens de faire des vidanges. Par exemple, si pendant 2 ans, on achète une voiture et pendant 2 ans, on nous dit voilà, tu dois faire la vidange chez nous. Toi, tu conseilles aux gens d'aller faire la vidange chez eux. Ne serait-ce que pour garder la garantie. Parce que Même Pour le si reste. tu payes beaucoup plus cher. c'est pas grave. Parce que la garantie, c'est très important. Si jamais tu as un problème, je sais pas moi, de boîte de vitesse, oui. ils vont- Pas pour une histoire de vidange que tu vas te faire. c'est ça. Et Tu c'est vas pas payer beaucoup tellement plus cher. cher les vidanges. Je connais, j'ai pas de Mercedes neuve. Bah écoute, moi non plus. Non, elle n'est pas neuve. Mais vas-y, continue ton idée sur l'ordi. Alors l'ordinateur, ils ont créé donc The Right to Repair et ils ont dit bon, c'est notre objet, etc. Alors donc on a de moins en moins accès à l'intérieur des ordinateurs, des téléphones aussi, parce que je sais que même ça, à l'époque les Nokia 3210, tu ouvres, Bien sûr, tu as la accès à batterie tout. elle tombe, tu frappes avec quelqu'un, tu éclates un mur et c'est le mur qui a mal. Ça, c'est la fameuse question de l'obsolescence programmée. L'obsolescence tout ça. programmée, et ça c'est un sujet super intéressant, on pourra en discuter. Mais en fait, alors j'ai bossé chez Apple. Certaines personnes me disaient, j'ai un même ordinateur compact qui a les mêmes spécificités et que votre ordinateur. Le compact, il coûte $600. Votre Apple, il coûte $1000, à peu près, grosso modo. Ouais. Donc, pourquoi est-ce que je vais payer 40% plus cher alors que... Et en fait, on leur explique que ce qu'ils croient lire, c'est pas exactement ça.
que, en fait, la force de Apple, c'est que le hardware et le software, c'est-à-dire voilà, ce que tu peux toucher et les logiciels, ils sont faits pour travailler ensemble. C'est comme pour une voiture, pour revenir aux voitures, c'est comme s'il n'y avait que des pièces d'origine. C'est ça. Alors que Compact, il va acheter une pièce de chez au ça, Japon, c'est une un pièce en assemblage. Chine, une pièce en là. Ce qui est la même chose pour et Apple. le logiciel qui va essayer de gérer tout C'est ce ça. bordel. C'est ça. Donc c'est pour ça que ça bloque, c'est pour ça qu'il y a des virus, updates c'est pour tout ça, le temps, c'est des ça. virus, des ci, des ça. Et alors que le Apple, on fait tout. On fait le logiciel, alors si on compare ça aux voitures, on fait les roues, on fait le C'est moteur, ça. on fait le ci, on fait le ça. Alors justement, ça me permet de rebondir par rapport je sais pas si tu as entendu parler certainement, mais les moteurs. C'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire, c'est ce qu'il y a de plus cher à faire. Et je sais que Mercedes, à un certain moment, ils ont reçu beaucoup de critiques parce que certains de leurs modèles ont des moteurs qui ne sont pas Mercedes. Est-ce que tu as entendu parler de ça et qu'est-ce que tu en penses ? Voilà, les fameux moteurs Renault. Qu'est-ce que tu en penses ? Beaucoup de gens ont été réticents pour acheter certains modèles de Mercedes parce que, attention, celui-là, il a un moteur Renault. Mais si j'achète une Mercedes, pourquoi je vais acheter un moteur Renault ? Qu'est-ce que tu penses de cette polémique ? C'est fait pour des économies d'échelle. D'échelle. C'est-à-dire que sur les petits moteurs, donc peut-être que Renault a plus d'expertise pour fabriquer des petits moteurs qui vont mettre par exemple la classe A. Exactement. Le plus petit moteur LFA. Peut-être qu'ils seront. Donc ils vont, au lieu d'investir dans toute la R&D pour le petit moteur qui préfèrent utiliser le moteur de Renault. Ils vont faire peut-être une joint venture. Je ne sais pas C'est exactement ce qu'ils avaient fait. Mais pour utiliser des moteurs en parallèle avec... Mais ils l'ont fait sans le dire ? Non. Alors, les vendeurs le disent à demi-mot. C'est-à-dire, si tu le sais pas, ils vont jamais te le dire. Mais c'était... Mais Mercedes si tu leur n'a dis, jamais caché ça. Ouais, c'est vrai que... Oui, ils vont te dire, oui, c'est vrai, Ouais, mais garantie Mercedes. Ils vont te dire, mais garantie Mercedes. Mais Mercedes n'a jamais... non, elle n'a jamais nié ça. Non, elle n'a jamais nié ça. D'accord, j'ai compris. Comme Nissan aussi, elle a... avec Renault. Avec Renault. Ouais. Elle a des moteurs... La Duke et la Capture, c'est après la même base, même châssis, c'est ça. etc. Sur les modèles de série, je peux comprendre. C'est pour des raisons d'économie d'échelle et tout. Mais quand tu payes plus cher on est d'accord. Mercedes et que tu finis avec un moteur Renault, les gens se disent ouais mais on est d'accord. Moi d'ailleurs si tu achètes le plus petit moteur d'une classe A, c'est-à-dire que tu cherchais peut-être pas aussi, tu cherchais juste à payer moins cher, ce que je peux comprendre. Oui. Mais je pense pas que c'est moins fiable. Je suis tout à fait d'accord. Je pense pas que ce soit la fiabilité. C'est une question d'image. Voilà. Donc, je pense que ça fonctionne beaucoup sur ça. Si tu leur as pas dit, ils sont tout à fait, jamais compte. Tout à fait. Mais le fait tu ouvres le moteur et tout, il y aura bien sûr le cycle Mercedes. Mais sur certaines pièces, tu vas voir Renault. Le petit. Est-ce qu'on va avoir le débat avec Ali sur l'électrique? On va l'avoir sur l'électrique. Ça c'est certain. On va se battre. On va l'avoir sur l'électrique. Et sur le rapport statutaire aux voitures, parce que toi tu es un collectionneur. Ouais. Tu aimes les voitures de collection. Est-ce que tu as un rapport statutaire avec ça ? Je m'explique quand je dis statutaire. Est-ce que la voiture, on l'achète pour ce qu'elle doit comme un bien d'utilité ou un bien de statutaire ? C'est-à-dire ça nous correspond à l'image qu'on projette avec ce produit. On projette dans notre société. C'est-à-dire que bien sûr, on va acheter une voiture chère parce qu'on veut savoir qu'on peut s'acheter une voiture chère. Et alors que quelqu'un qui va s'acheter une voiture de collection, il va avoir... C'est pas forcément parce que les gens peut-être pensent que bien sûr ça coûte de l'argent, sauf que ça coûte de l'argent sur le long terme. Une voiture de collection que tu vas payer toutes les pièces tout de suite pour la réparer tout de suite, ça n'a pas d'intérêt. C'est comme si aller acheter une maison déjà faite et tu te dis c'est bon, elle est déjà faite. Non, il y en a qui préfèrent la construire sur leur goût et tout. C'est le principe de la voiture de collection. Donc quand tu achètes une voiture de collection ou que tu vas mettre de l'argent dedans pendant des mois et des mois, même des années, et tu as un rapport affectif avec cet objet. Tu as un rapport qui... Tu t'en fous des gens. C'est toi et la voiture. C'est un plaisir personnel. Et les voitures statutaires, d'où la preuve, regarde ce que vient d'expliquer Jawad. Les gens qui disent non, c'est un moteur Renault alors que c'est censé... Même s'il est fiable. Pour eux, ils ne veulent pas que le nom Renault soit affiché à leur Qu'est-ce que tu penses de ça ? Est-ce qu'on achète une voiture pour son utilité dont on a besoin, nous, ou pour son... Ça, c'est toujours un débat qu'on a dans nos sociétés, dans nos environnements sociaux et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est sûr qu'il y a des gens qui achètent ça pour des raisons statutaires. Ils ne sont pas passionnés de voiture. Ils cherchent juste une marque qui est connue, qui est tendance, etc. Qui est haut de gamme. Donc, Mercedes, je sais pas prendre l'exemple. Mais après, est-ce que c'est une étude... c'est une étude... Non, mais ça, c'est une question de sociologique, je pense. Oh, bien sûr, mais quelqu'un qui est passionné de voiture, quand tu vas acheter quand tu veux faire une collection de voitures, ou quand tu veux une voiture de collection,
Toi, tu n'as pas ce rapport-là. Ah non, personnellement. Tu veux bien t'approcher de ton micro? Un peu plus, Parce que je commence à me gonfler un peu. Ce qui est top, c'est qu'il s'approche du micro, il est loin. Et il est loin là, il s'approche, mais il veut le mettre là. Non. Je suis désolé. Désolé. Hein. Mais moi, je pense que pour rebondir sur ce qu'il a dit, on fait tous un peu ça. Quand on achète une montre, est-ce que c'est vraiment pour avoir l'heure ou est-ce que c'est voilà. Donc c'est Donc, pour on ça fait que tous plus ou moins ça. on est Les d'accord. fringues, on achète cette marque et pas cette Mais marque. l'utilité est toujours plus compréhensible, c'est-à-dire que là, pour le coup, ça mène vers le débat de l'électrique. Alors, excuse-moi, avant le débat de l'électrique, est-ce que toi qui es un plus connaisseur que la moyenne, est-ce que quand quelqu'un achète une voiture très très chère, mais qui est pas top, mais il lâche, est-ce que tu es pas dans le jugement forcément, mais est-ce que tu te dis, ouais, celui-là il avait juste beaucoup d'argent, il a voulu acheter Attends, cette Claire, voiture, lui, il va pas avoir le courage de le dire. Mm. Acheter une Ferrari au Maroc et mettre de l'essence marocain dans une Ferrari, est-ce que c'est quelque chose d'intelligent? C'est ni intelligent ni con. Si tu es passionné de. Là, mais la voiture en elle-même. Ah non, Acheter une Ferrari ouais. pour rouler à 40 à l'heure, ou 60, ou même 80 ou 100 à l'heure. Mais il y en a qui l'achètent, comme tu l'as dit, toi, le design de. D'abord, Ouais. tu sais très bien que la 99% des gens qui achètent des Ferrari, Je les connais pas. qui achètent des voitures, comme il dit, très très chères, Ouais. c'est forcément pour avoir le statut de celui qui a acheté une voiture très très chère. Alors, Je dis pour la majorité d'entre eux, pour celui qui va acheter une voiture Ferrari et qui va aller lui donner ce qu'elle cherche dans un circuit. Non, alors C'est un passionné de je course. t'interromps encore ensuite, excuse-moi, je te donne la parole. Mais certains modèles ne sont pas... Alors parfois quand tu as un connaisseur, il va acheter un modèle précis qui coûte un peu cher, mais tu te dis oui, ça c'est vrai que cette année, Porsche a fait cette voiture, elle est magnifique. Mais celui qui va acheter la dernière Porsche, alors que c'est un modèle qui n'a pas tellement réussi, mais parce que c'est une Porsche et il a l'argent pour se payer une Porsche, tu te dis, il a de l'argent, mais il n'est pas connaisseur du tout. Celui-là, il veut juste C'est pour ça que étaler je son dis argent. à Jawad, Oui. les voitures de sport, les voitures qui ont des moteurs très compliqués, très fragiles et Oui. tout, à toi de me corriger, Ali, mettre de l'essence, ce qu'on a sur le marché, voilà, c'est terrible. Bien sûr, on a tous des amis autour de nous, des connaissances et tout. Qui ont des voitures de ouf. De ouf. Je te dis, moi j'ai un ami. Moi aussi j'ai des amis, calme-toi. Là, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est le contraire. Son rêve, c'est un vrai passionné de voiture. Il a les moyens qu'il a. Il a rêvé toujours d'acheter la Nissan GTR. Godzilla. Il a réussi à l'acheter. Vu ce que c'est comme voiture légendaire, vu ce que c'est comme. Et il l'a acheté des États-Unis, je pense. Il l'a fait rentrer tout ça, des douanes et tout ça. Sincèrement, c'est l'équivalent d'une. Vu la catégorie de prix, c'est l'équivalent d'une Range Rover ou vu le prix qu'il a payé. Oui. Donc je me dis, bon, pour le coup, le gars, c'est la voiture de ses rêves. En fait, il se voit dans une. Eh bien, aujourd'hui, il la bouge très peu. Il m'a dit. Depuis que je mets l'essence. D'accord. Alors, on va voir pour la qualité d'essence. Mais c'est une voiture qui est assez discrète, mais un connaisseur va dire Adam Al. Tu vois, c'est pas la Ferrari rouge, etc. Le parking. Les chefs, ils vont même pas, ils vont pas réagir. Mais le connaisseur, il va dire celui-là, il est connaisseur. Donc, et là, il me dit, j'ai. قريت ولادي صافي سالت الحياه ديالي يعني هذه لا il doit avoir tu veux kiffer maintenant il doit avoir presque la soixantaine tu صافي زعما mes objectifs sont atteints aussi ça fait mon plaisir à voir هذا mais il me dit d'abord j'ai du mal à aller à mettre de l'essence. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? On reprend, on te répète tout ce qu'on a dit ou... Non, franchement Zama, c'est pas pour ne pas aller dans votre sens, mais Zama ça. J'en pense pas grand-chose. Mais si quelqu'un est passionné d'une voiture, par exemple, Nissan GTR, il peut très bien. Il n'y a pas de gros risque à mettre de l'essence marocaine. Je pense pas. C'est vrai ça. C'est tout ce que je veux savoir. Aujourd'hui, il y a deux catégories d'essence. Il y a le 95 et le 98. Et je pense qu'il y a certaines stations qui proposent de qualité d'essence, etc. Mais c'est plus du tout les années 90. D'accord. Donc maintenant, c'est pas plus un gros problème de mettre. D'accord. Très bien. Mais quand on voit un peu plus loin, après, on va voir l'électrique. Ah, d'abord l'électrique. Voilà. Là, on est en plein dedans. Alors, électrique, forcément, dès qu'on pense électrique, on pense... Ah non, Telsa et Tesla étaient complètement...
Putain, sortez-moi celui-là. Tesla. Tesla. باش Alors, راسي oui. كنعرف بزاف. تبعد عليك العين. Voilà. Allez, On Tesla. pense Tesla. Mais il n'y a pas que Tesla. Et à ton avis, pourquoi est-ce que Tesla est le leader dans le marché? Est-ce que c'est juste parce que c'était les premiers ou est-ce que... Alors, elle est leader, je pense, pas en termes de nombre de ventes. Alors, en termes de véhicules. croissance, de loin. Ouais, de loin. Très, très loin. Mais pas en nombre de ventes. De Non, voitures. non, pas en nombre de ventes. Sur certains marchés, ils sont premiers. Même en nombre de ventes. Ouais, en nombre de D'accord. ventes sur la Model 3, par exemple, qui est l'équivalent d'une série 3 ou une D'accord. Mercedes classée. Ils dépassent Mercedes, Ah, Audi, d'accord. etc. Sur Ok. certains marchés. Mais bien si on sûr. part sur l'électrique. Hein. Mm. Sur l'électrique. De Électrique, toute façon, d'accord. Tesla, ils sont que électriques. Oui, ouais. Là, je regarde les autres. Tu Les compares autres, ou ils même sont- sur l'électrique. Non, on compare même sur les voitures. Ah, d'accord, essence. même les- Elle vend Ouais. plus, on Ah vend plus de ouais. modèle Sur 3 cer- que de classés. Ouais, sur certains marchés. Ouais. Ah, sur certains marchés, d'accord. Bien sûr, D'accord, ok. Pourquoi Donc, ta question, Alors, c'est- pourquoi est-ce que tu penses que Tesla a une longueur d'avance? Par exemple, alors, ils étaient les premiers à pénétrer le marché. Il a pris beaucoup de risques et on en reviendra. Ce qu'il a fait, il a fait des petits trucs super de génie parce que, par exemple, il avait une Lotus au début qu'il a modifiée, etc. c'est ça. Ensuite, pour montrer que, proof of concept, comme on dit, pour prouver que voilà, c'était possible d'avoir une voiture jolie et électrique. Et alors, déjà, je ne sais pas pourquoi, mais alors il y avait des voitures hybrides. Et je pense la première voiture électrique qui avait bien marché, c'était la Prius, c'est ça? Alors, Prius, c'est une hybride. Hybride, Mais la ok. première vraie Zoé, voiture là. électrique qui a marché, c'était une voiture américaine de General Motors. Je pense qu'elle s'appelle GM1, je ne me rappelle plus du nom. Ok. Mais qui était sortie, elle avait vraiment. C'était dans les années 90. Elle était très, Ah, très ronde. d'accord. Donc, tu parles des années, début des débuts. Les D'accord. gens, je pense qu'il n'avait pas vendu, c'était une location forcée, tu ne pouvais pas l'acheter. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Du jour, D'accord. genre 6 mois plus tard, General Motors a fait machine fait arrière. faillite. Il a, Ouais, non, ah. il a récupéré les voitures. D'accord. La plupart ont été détruits, etc. D'accord. Je pense qu'ils ont eu peur à ce moment-là De concurrencer leur propre. de l'engouement qu'il y a Ah eu. ouais. Il y a plein de documentaires sur ça, etc. D'accord. C'est pas de la conspiration ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment des faits réels. Intéressant. Alors, Tesla pénètre le marché, ils ont une Ouais. longueur d'avance. Il a pris beaucoup de risques parce que parfois il a même investi de son propre argent et il a pris énormément de risques. Alors ensuite, un truc super intéressant, c'est qu'il a dit, bon, au lieu de prendre un crédit à la banque, ça va me coûter une fortune et pour pouvoir faire concurrence à Toyota, etc., JM, etc., c'est Bien sûr, des poids lourds. Ouais. Donc, même lui étant riche, il ne pourra jamais faire le poids contre ces compagnies. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a demandé $1,000 si tu veux précommander ta voiture. Et donc, comme il y a des milliers et des milliers de personnes qui lui ont donné les $1,000, bah, il a utilisé cet argent. C'est un crédit gratuit. C'est du crowdfunding. C'est un crédit gratuit et donc il a réussi à faire ça. Alors, il a eu une longueur d'avance. Pourquoi est-ce que tu penses que... Alors, du coup, au début, il a été beaucoup critiqué, comme pour Tout ce qu'il fait. toutes les personnes qui ont une petite idée un peu Surtout qui lui, dérange. tout ce qu'il fait. Au début, on te critique, ensuite on t'imite. Donc, plein de marques ont commencé à l'imiter. Mais pourquoi est-ce qu'il a toujours une longueur d'avance alors qu'eux ont beaucoup plus d'argent que lui? Je pense que c'est comme... c'est-à-dire qu'il y a plus de flexibilité dans une entreprise qui démarre. Et surtout, il avait une vision très très claire. Sur l'électrique, c'était pas peut-être hybride ou peut-être, je sais pas. C'est 100% électrique. Donc, pour la petite histoire, il avait commencé par la Roadster, la 1, qui était basée sur un châssis de Lotus Elise. Et finalement, lors des interviews, il dit on a tellement modifié cette voiture qu'on aurait pu partir d'une nouvelle base. Et donc, lui, sa stratégie, c'était d'abord une voiture de sport pour lancer ça chez des gens qui recherchent des voitures électriques en même temps sportives, etc. Et ensuite, la modèle S, donc c'est l'équivalent d'une Mercedes classe E ou entre Mercedes classe E et Mercedes classe S. Et petit à petit, donc là, il a sorti la modèle 3, équivalent du série 3, la modèle Y, qui est comme un petit SUV. Un compact SUV. Enfin, petit, c'est l'équivalent d'un GLC. d'un X3 GLC. X3 GLC. Exactement, ouais. Et après, il y a encore d'autres trucs qu'on attend, qu'on ne sait pas encore. Mais pourquoi il marche mieux? Alors, je pense que c'est comme l'iPhone quand il est sorti en 2007. Le tactile existait, la téléphonie, le GSM existait. Enfin, tout existait à peu Toutes les près. technologies existaient. Voilà, c'est ça. Mais le génie, c'était d'avoir perfectionné chaque chose dans un écosystème complet qui marchait très bien. Et c'est ce qui a démarré avec la première Lotus. Bon, c'était vraiment un marché de niche. Mais la vraie, pour moi, Tesla qui a vraiment lancé la marque, c'est la modèle S, donc la berline, donc, qui cochait plein de cases. Donc, c'est-à-dire tu avais que des avantages à avoir cette voiture. Ouais. C'est-à-dire déjà, tu avais un réseau.
donc de chargeur. Donc, tu n'avais Ouais. pas de problème de dire Ça, c'est comment très je vais arriver. important. Ouais. Ça, c'était la Ouais. grande critique, la grande peur de tout le Ouais. monde. Est-ce que je vais Est-ce que tomber je en peux- panne? Exact. Donc ça, Mhm. c'est un des facteurs de réussite de Tesla. Oui, oui, oui. Mais aujourd'hui, même Porsche qui se passe à l'électrique, Volkswagen, etc., ils ont essayé de faire un réseau en Europe aux États-Unis qui s'appelle Yonos ou je sais pas quoi, mais ça marche pas très bien. Alors que Tesla, c'est plug and play. Tu t'arrêtes, tu prends ton chargeur, tu branches. Et à l'époque, ça c'était se gratuit. Hein, que c'est À ça. l'époque, c'était Mais comment gratuit. il a fait Ouais. pour mettre des chargeurs Petit à petit, Il a mis au ses début, boules, ça a mec. commencé en Californie. et- Tu imagines Ouais. la force du mec à C'est Jawed. ça. Ça fait 10 minutes qu'on parle de lui. Mm. On ne l'a même pas cité. Non, on peut pas le citer. Je te ouais. jure. T'imagines On dit Tesla et tout ça, on dit il a fait. Elon alors que c'est Musk. Mais incroyable. parce que tout le monde sait de C'est qui on incroyable, parle. mais c'est Elon juste Musk, ça, c'est incroyable. Mais c'est Mm. juste ça, c'est incroyable. Ça va très peu de gens. Donc, comme tu disais, il a commencé par rassurer les gens en leur disant C'est n'ayez ça. pas peur, Parce on que va la avoir un première réseau. peur, c'était l'autonomie. Tout Qu'est-ce simplement, qui se passe si j'ai plus de batterie, etc. Au fait, la question se pose s'il n'y avait pas de station d'essence, tu n'as plus d'essence. C'est ça. Ouais, ça. t'as dit, Ah, après, ah. ça met combien de temps à charger une voiture électrique Ça dépend des voitures. Mais aujourd'hui, une Tesla sur un superchargeur, en 20 minutes, tu récupères je sais pas, moi, au moins la moitié. Mais ça, c'est incroyable. C'est ça ce qui Mm. m'intrigue, Naya. Ouais. C'est ce changement d'habitude. Parce Ouais. que quand on va faire le plein, Mm. ça nous prend 5 minutes. Même Bon, pas, oui, même pas. exactement. Mm. Et les gens acceptent d'être. Enfin, la plupart, j'imagine, ils chargent la nuit, j'imagine, chez eux. Mais quand tu es en dehors de chez toi et que, tu dois charger quelque part, tu dois accepter de rester 20 minutes au minimum pour charger. J'imagine, hein, 20 minutes au minimum. Pas au minimum. Parce Pas au que minimum. ça Tu dépend. peux charger Si autant te que tu reste veux, c'est juste comme 100 un km, téléphone. Tu peux faire ça 10 minutes. D'accord. D'accord. Donc, mais le plein, comme on dit, le plein, Ouais. c'est une vingtaine de minutes. Exactement. D'accord, Après, d'accord. je Ça m'a pense- toujours intrigué ce truc. Je me dis, est-ce que je vais attendre chaque fois 20 minutes pour Il y a un charger peu chargeur juste à côté de chez toi. Sérieusement. Ah, C'est vrai Ouais, Oui, je l'ai vu. Ouais. Le Villa 52. Villa Exactement. Ah, Il y a un chargeur je l'ai juste à repéré. côté de chez toi. J'ai repéré. Et comment ça se passe Mais quand c'est il pas un charge chargeur officiel Tesla. Enfin, c'est un chargeur Tesla, mais c'est eux qui l'ont mis pour attirer des personnes pour venir à la base. Moi, c'est pas. Ah, je n'ai Ouais, aucune c'est- idée, moi. Ah, Je le vois, j'ai toujours regardé, mais je me suis dit. Ça coûte combien pour avoir un superchargeur chez toi? Tu peux pas avoir le superchargeur Diallo. Tu Ouais. peux pas. Mais un chargeur Tesla à la maison, ça coûte 5000 dirhams. 5000 dirhams. Ouais. Et Pour la charger chez toi. ça coûte combien de la charge d'une voiture, d'un plein Regarde, tu pars sur le principe de la Model 3 qui a une batterie de 70 kWh à peu près de capacité. Kilowattheure pour le Maghreb, c'est 1 dirham 5. 1 dirham 5. Donc, si tu n'as pas de panneau solaire, etc., tu Ouais, peux je parle de ouvrir la dalle l'Aïd. et prise. tu charges jamais à 100%. C'est toujours entre 20 et C'est 80 ça, c'est dans ça. la majorité du temps. Donc un plein va te coûter chez 90 dirhams pour faire 500 km. Donc c'est Exceptionnel. moins cher. Ouais, c'est à peu près 4 fois moins cher Que que de rouler en essence, c'est etc. exceptionnel. Même si tu payes l'arrêt dalle. Oh, mais Ouais. super. Et Donc- la question Ah. qui m'a toujours, moi, pourquoi on n'arrive pas aujourd'hui à mettre, normalement, c'est possible techniquement, une voiture avec une énergie autonome sans chargeur Non, c'est pas possible. Le dynamo. Comment ça, le dynamo Une voiture qui roule et qui recharge, qui fait rouler. c'est un- Mais le dynamo, Ça, c'est juste. Bon, Là, après, bien sûr, j'imagine. pour mais, rouler, Mais moi, j'ai Alors, vu il y a ça. déjà J'ai une vu sorte- ça aux il y a- États-Unis. Il y a un gars qui l'a fait dans sa roue. Il possible. a Alors, on va installé voir. un truc. Vas-y, explique-moi. non, il y a déjà une sorte de dynamo dans les voitures électriques. C'est le freinage régénératif. Regen. C'est-à-dire que dès que tu lâches la pédale d'accélérateur, elle va récupérer de l'inertie de freinage pour recharger les batteries. D'accord. Par contre, si tu roules à 100 km/h, tu n'as pas intérêt à avoir une dynamo qui tourne parce que dès que l'énergie que tu fournis va juste être perdue par cette dynamo. Là, pas en Mm. même temps. Elle Mm. recharge une batterie. Elle recharge quand tu lèves l'accélérateur. C'est-à-dire que Non, quand mais ça, elle c'est va rien freiner. du tout. Mais comment. Tu as compris ce J'ai que je veux dire, compris. Jawad. Il y a C'est-à-dire un les principe roues, de elles tournent. Elles sont en Avec train de charger, l'énergie, elles on est en chargent. train de charger quelque chose. Alors, on avec. est en train de pas perdre cette énergie. On n'est pas en train de la perdre. Ça, Donc, ما لقيت شي حل ما لقاش. لا، Elon لا، Musk. ça, Écoute, c'est- on va, Elon, Youssef veut te parler. ça, c'est un principe des. Moi, je me dis que le gars, il a dû penser à ça. C'est pas possible. Non, c'est un principe de physique classique. Tu ne peux pas produire plus d'énergie que tu ne fournis à quelque chose. Donc, si tu dois avancer à 100 km/h et tu vas mettre quelque chose pour charger, ça va juste consommer plus Là, que ça. tu m'as que- pas compris ce que je veux dire. La batterie dans laquelle tu es en train de marcher, elle est chargée. Mhm. Elle est chargée. Elle est Ouais. chargée. Tu l'as chargée à la borne. D'accord. Avec radébet automobile. Vas-y. Mais la roue, Mm. quand elle roule, elle est en train de charger une autre batterie. Alors, à de la roue, pour qu'elle roule, Hein elle prend déjà de l'énergie de la Mais batterie. هذيك- لا ماشي من هذيك la batterie qui va Ah, charger. attends. Ah, pardon. Déjà, Vas-y. pour qu'elle roule, ta batterie elle est chargée, ok. D'accord. Mais pour la faire rouler, elle est en train de prendre de l'énergie. D'accord, mais هذيك la batterie. Mais dès que l'énergie qu'elle prend, elle ne pourra jamais la restituer plus que sur autre chose.
Donc, ça, c'est un principe Il y aura d'énergie toujours classique. une perte d'énergie. Ah, ماشي c'est un مشكل principe. واش qu'elle peut pas Ça- récupérer شي حاجه. Non, non, Ada, c'est comme. Je pense que tu parles de l'énergie infinie. Avec les roues qui tournent toutes seules, Ouais. le magnétique, ça n'existe pas. C'est des trucs fake. Non, 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 je parle Ah. pas de ça. Là, je parlerai du dynamo. Nous, on a toujours roulé. Moi, j'ai toujours utilisé le dynamo Ouais. pour les lampes. J'ai juste parlé par principe physique. Ouais. Je dis. Alors, Et j'imagine bien que je pose cette question, Alors, le gars il a dû se la poser, forcément. oui, bien sûr. Alors, si tu l'as fait pendant que la voiture roule ou tu as besoin d'accélérer, au contraire, il faut le minimum de forces qui vont freiner. il faut, te freiner, tu vois. D'accord. Donc, la dynamo, en fait, elle existe, mais elle s'active que lorsque tu freines, quand tu as besoin de freiner, quand tu as besoin de perdre ton D'accord. énergie. D'accord. D'accord. Donc, toutes les voitures. Donc, même on aura hybrides, toujours besoin d'une énergie extérieure, c'est-à-dire Ouais. chargée. Bien sûr, ouais. D'accord. Chargée ou solaire. Oh, bien sûr, Bien énergie extérieure, quelle que soit Enfin, même celle-là. si tu mets un panneau solaire sur la voiture, c'est pas suffisant. La surface, elle n'est pas assez grande. Elle n'est pas assez hein. grande. C'est-à-dire que tu mets un panneau solaire sur une voiture, tu vas avoir à tout casser 1 kW de puissance au max, et sachant qu'une batterie fait 72, donc là, il faut Ah, 72 donc tu- heures en plein soleil. Donc, c'est C'est pas intéressant. C'est pas Pas intéressant. C'est pas intéressant. Il y a des voitures qui font ça. Une marque hollandaise, une start-up qui a essayé de faire une voiture solaire. Donc elle est vraiment hyper légère, mais vraiment c'est limite un vélo à l'intérieur. C'est ça, Tu vois, c'est mais ça. bon, donc tu perds un peu le côté Mhm. D'accord. voiture. Et donc, pour revenir à ce que tu disais, donc ils ont créé donc, plusieurs modèles. Ouais, Le modèle le plus compétitif maintenant qu'ils ont, le modèle 3. le Le modèle 3 et le modèle Y qui est sorti il n'y a pas longtemps C'est équivalent de la même catégorie. d'une GLC. Ouais, D'accord. c'est- donc ouais. un compact SUV Un et compact SUV. une C'est extraordinaire. classe C. Ouais. C'est C'est-à-dire honnêtement. au même prix, tu vas payer 4 fois moins de carburant. Alors ça. tu payes 4 fois moins et aussi, Alors, est-ce que tu as besoin de moins de maintenance? oui, alors c'est ça, c'est un très bon point. Merci, je suis là pour ça. Écoute, quand je peux aider. En fait, moi qui suis passionné de voiture, d'accord, j'adore les sons des anciens Bien moteurs, sûr, etc. bien sûr, bien sûr. Mais c'est un truc qu'on perd, et encore, parce que des fois, t'es sur l'autoroute, Ah, voilà, tu n'entends pas silence, le moteur. Ouais. mais tu gagnes 10 autres choses à côté, tu vois, ce que je trouve impressionnant. Déjà, tu as une accélération très instantanée, parce qu'au fait, le moteur électrique, il est de conception, il y a une seule pièce en mouvement à l'intérieur. C'est un D'accord. truc rond comme C'est ça. pas de l'explosion et tout Voilà, ça. alors qu'un moteur thermique, C'est tout un. t'as je sais pas, une centaine de pièces en mouvement, Ouais. le piston qui C'est tourne. ça, c'est ça. Tu as besoin de la chaîne, construire le de la poids, pression, alors que Exactement. l'autre, elle a la Ouais. puissance tout de suite, le instantanée. radiateur, le truc, etc. Tout ça tourne. Tout ça, ça tourne. Pour à créer des de explosions l'énergie. pour faire une rotation d'une roue. tu vois. Mhm. Alors que le moteur électrique, il est beaucoup plus. Il est efficace à 95%. Un D'accord. moteur thermique, on parle de 30%. C'est-à-dire que pour 1 litre de mazout que tu mets dans ta voiture, 30% d'énergie. 30% seulement sont utiles Utilisés pour, pour, tout le pour reste rouler. est perdu en perdition, chaleur, et incroyable. mécanique. Ouais. Et donc tu gagnes d'autres choses. Donc Tesla a bien su faire ça. Donc tu as un coffre à l'avant et à l'arrière parce que les moteurs sont au niveau des roues. À l'intérieur. Tu gagnes d'autres. C'est-à-dire que dans la majorité. هاد لا هذيك لا كوندكت سميتو autonome. autonome, Bien ouais, sûr. c'est- Mais par rapport aux réparations, Ouais. est-ce qu'on ira moins Oui. voir le gars, Oui, oui. le mécanicien? Pourquoi? Ouais. On ira voir un informaticien. On ira voir un psy. نمشيو للزوطية. On va نمشيو Non, parce que Tesla, elle fait des mises à jour. à distance. bah ouais, Ouais. تمشي للزوطية باش تبيز ا تفلاشي التسلا ديالك. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller moins chez le, Bah, chez le comme, je te mécanicien? dis, comme il y a beaucoup moins de pièces en mouvement qui Ouais. tournent, donc tu n'as pas de pompe, tu n'as pas de bougie, etc. Tu n'as pas d'huile qui tourne. Enfin, il y en a dans le différentiel, mais tu n'as pas de vidange, tu n'as pas de courroie, tu n'as pas de bougie, etc. Donc, au fait, tout ce que tu changes dans une voiture électrique, C'est les batteries. c'est les pneus et les freins. Ouais. C'est les seuls consommables. Tu Incroyable. vois, et les essuie-glaces. Mais à part ça, tu n'as pas de quelque chose. À part s'il y a une panne, d'accord, mais même la voiture, la boîte de vitesse peut tomber en panne. Mais en termes de consommables et de maintenance, Ouais. il y a frein et pneus, et encore, vu qu'elle a de la. Exactement, freinage, regen, exactement, régénérateur. Donc tu régénératif. n'utilises pas beaucoup de freins. Tu Les utilises plaquettes, beaucoup tu les moins utilises beaucoup Ouais. moins. Alors ça. pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore beaucoup de Tesla au Maroc? Déjà, la marque n'est pas représentée officiellement. Donc, il y a D'accord. des gens qui les importent Ça leur coûte plus cher. à travers des importateurs. Ça coûte un peu plus cher. Je pense que tu rajoutes 50 000 dirhams pour une voiture. Donc le prix européen, tu Ouais. rajoutes 50 000 dirhams, tu peux l'avoir Je au pense Maroc. à peu près, parce que déjà, c'est une voiture électrique, donc tu n'as pas de taxe de Ah, plus. ils tu n'as- et tu n'as pas sont de encouragés, ils sont Ouais. subventionnés. Tu n'as pas de vignette non plus. Donc après, le pari, c'est-à-dire que... Non, Paris, c'est qu'il n'y ait plus que Tesla. Il faut qu'il. Non, non, oui, bien sûr. Non, mais Plein le pari d'autres déjà, voitures, pour c'est les ça. voitures électriques au Maroc, c'est qu'il faut qu'il y ait un réseau un peu plus... Exactement, C'est-à-dire forcément. qu'aujourd'hui, je pense qu'un achat d'une voiture électrique, ça reste un achat un petit peu engagé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vouloir avec la Tesla. Parce que tu vas pas te prendre la tête si je vais au nord. C'est ça. Est-ce que où je vais charger? Est-ce que voilà. Bon, aujourd'hui, il y a un club Tesla Maroc qui est présidé par Khalil Ammar. Qu'on embrasse, Khalil. Et
Et donc, ils ont fait beaucoup d'efforts. Je pense qu'ils poussent des stations, des hôtels, etc. à installer mettre des des chargeurs. chargeurs. Il y a une application internationale qui te dit où ils les sont. chargeurs. Localisés. Donc ça se fait. Tu as même des clubs Tesla du Danemark qui viennent jusqu'à Dakhla. Donc, C'est super. c'est possible, mais ça demande juste un peu plus d'organisation. D'organisation. En fait, avec ta voiture, généralement, dans 95% des cas, là, tu fais trajet, boulot, Bien sûr, ville, bien sûr. casa, peut-être tu reviens. Ça, tu sais, Tesla, Ouais. en tant que tel, la voiture électrique en tant que telle, c'est l'une des clés du système symbiotique qu'on a parlé tout à l'heure. Parce que tu as la voiture électrique, bien sûr, après, il va falloir... c'est un grand débat sur la batterie, sur le fait qu'on a besoin de terres rares pour construire des batteries. Mais je suis sûr et certain qu'on trouvera une autre façon de faire et qu'on n'utilisera plus les terres rares. Ça, c'est sûr et certain. Vu l'évolution de la technologie, on sûrement trouvera une autre façon de le faire sans qu'on ait à extraire trop de choses des terres rares. Et l'utilisation de la voiture. 70% du temps, où que tu sois dans le monde, tu n'utilises pas ta voiture. 70% du temps. Tu utilises ta voiture 30% de temps. Ta voiture est 70% de temps stationnée. Donc, arrivera notre façon de consommer la voiture, c'est de l'utiliser quand tu en as besoin. Mais, bien sûr, le réseau doit être fonctionnel et que quand tu sors, tu trouves la voiture. Et quand tu l'as fini, tu la reposes et quelqu'un d'autre, quand il en a besoin, il la prend. Tu n'auras plus la propriété de la voiture. Et c'est très intéressant même pour les constructeurs. Parce que, pour le coup, tu n'auras, comme il a dit, pas tomberas moins en panne. Il y aura beaucoup d'autres choses à vendre dans la voiture. Là, l'autonomie. Donc, c'est la voiture électrique. Et c'est vraiment la clé d'un environnement symbiotique, c'est-à-dire être utilisé et faire des courts... Parce qu'on fait des courts trajets. C'est pour ça que ça me fait toujours rigoler de voir des voitures où c'est affiché 360 km/h, alors qu'à l'autoroute, tu as 120. Mais en même temps, n'importe quelle voiture dépasse le 120 km/h. Oui, mais quand tu m'affiches que tu me la vends pour 360, dis-moi que tu dois aller dans un circuit. Même si elle affiche 130... Tu feras 130. Pourquoi tu feras 130 ? Légalement, tu peux aller à là, 120. c'est-à-dire quand on la vend pour ça. Qu'elle affiche ce qu'elle veut. Qu'elle affiche ce qu'elle veut, c'est pas un problème. Mais même Tesla, ce qui a fait son succès, c'est qu'ils ne se sont pas juste concentrés sur on est électrique, on est écolo. Ils se sont dit on va faire une voiture qui va plaire top. même aux passionnés de Exactement. voiture, Exactement. Et ils ont d'ailleurs beaucoup fait ça. C'est ça, mais même moi, je suis... c'est incroyable, parce que normalement, quelqu'un comme Ali ne devrait même pas parler de Tesla. C'est pas... Alors, ce qui est aussi super drôle, c'est que quand tu vas voir les trucs de voiture et tu vois... alors moi je regarde beaucoup CarNow, etc., et ils font des drag race de voitures. Et quand ils comparent Tesla, mais ils la comparent pas à la classe C. Ils la comparent à la Ferrari, c'est-à-dire elle ne peut pas être comparée à des voitures de sa catégorie. Exact. Elle est comparée à des voitures qui coûtent 10 fois plus cher. Et c'est ça qui est super intéressant. Elle n'est pas comparée à la classe C. Même si elle est dans la même gamme que la classe C, elle est comparée à la Bugatti. Et j'imagine l'avenir est extraordinaire pour cette voiture-là, parce qu'aussi peu de temps avoir fait ce bond technologique, c'est incroyable, parce que j'imagine qu'il va arriver à avoir des choses. Alors justement, je sais que tu es au courant, mais la dernière voiture qu'ils ont, tu as vu les temps ? Déjà, la Plaid, elle a un volant. Un yoke, ils appellent un ça yoke. C'est comme les avions, exactement. Déjà, parce que ça te libère la visibilité. Donc déjà, il est avant-gardiste dans plein de trucs. Et aussi, alors je ne sais pas s'ils ont... alors ils ont fait aussi les Cybertruck. Ça, je ne sais pas, tu aimes pas ? Ouais, visuellement. Visuellement, je trouve ça. J'ai un peu trop carré. Au début, tu es un peu choqué. Moi, j'aime un peu choqué. Moi, mais après, je trouve ça plus sympa qu'un pick-up classique. Oui. Alors, c'est vrai que ça nous pousse à ne pas rester dans les modèles qu'on voit tous les jours. Une imitation de ça. Il est parti sur une page blanche. Il a commencé. Bizarrement. Alors, je sais que c'est super bizarre. Quand il est parti chez Jay Leno, je sais qu'on en a parlé plusieurs fois, mais elle est par balle. Et Jay Leno lui a dit, mec, on habite en Californie, pourquoi elle est par balle ? Il lui a dit, attends, si tu avais le choix, tu prendrais ou pas ? Voiture normale ou par balle ? Je lui ai dit, ouais, c'est vrai, tu as raison, par balle. Et en fait, c'est un enfant. C'est un enfant qui joue, mais c'est vrai que si tu as le choix, pourquoi pas par balle, mec ? Nique sa mère. C'est clair. Alors, c'est le seul, sincèrement, c'est le seul personnage aujourd'hui qui est... voilà, quand tu parles de génie et tout ça, c'est après, bien sûr, on peut avoir l'idéologie qu'on veut, on peut avoir plein de choses qu'on peut lui reprocher, tout ça, on s'en fout. Mais ça, c'est le débat qu'on peut avoir sans fin. Mais en tant que personnage, on n'en a plus de personnages qui font rêver comme ça, des aventuriers.
Alors, un peuple ou un monde sans aventuriers, sans des gens qui nous inspirent, des gens qui poussent Qui les bousculent extrêmes. les lignes, tu vois. Ils Ils vont à bousculent l'extrême. les lignes. Ils sont forcément un peu fous, ils sont forcément un peu écoute, marginaux. Mais... ces autres sociétés, alors on a parlé de Tesla, mais il a aussi SpaceX. Ah oui, mais ça, Mec, c'est... SpaceX, il est parti, il a dit à la NASA, voilà, moi je voudrais faire ci. Ils lui ont dit, non, mais toi tu es fou. Il leur a dit, vous savez quoi, Je vais la faire même moi-même. chose. Il a challengé la NASA, Ah. il a commencé à faire des navettes spatiales qui montent Et tous qui les autres veulent faire redescendent. maintenant. Tous les autres Donc veulent faire maintenant. c'est un bus. Ah. Tu mets le plein, il t'emmène, il redescend, tu remets le plein. Ah, Et donc il ça est- coûte 10 fois moins cher. Donc les avancées technologiques au niveau spatial vont Ah oui, c'est pour ça faire que les un autres bond commencent à en le faire, avant ouais. grâce à lui. Parce qu'au lieu Jeff de Bezos, dépenser... quand même. Voilà. Et alors il a fait aussi The Boring Company, je sais que tu connais. Il a fait... C'est-à-dire quand il s'amuse, il commence à faire lance-flamme, etc. Bon, on conseille tout le monde d'aller voir son interview, enfin son podcast avec Joe Rogan. Incroyable. Incroyable avec le podcast. Il C'est-à-dire est- les gens qui C'est connaissent pas pas Elon toi, Musk. Hein C'est pas Alors, toi qui- je lui ai dit de venir et il m'a dit non, je dois aller voir Joe. Joe. Je lui ai dit, chauffe, khali Joe, quand tu finis, tu viens, on a une Alors, les petite gens qui connaissent pas Elon Musk, j'imagine qu'il y en a forcément, Non, mais franchement, même quand il parle, c'est très. c'est extraordinaire. Il super faut le voir avec. Ça se voit que c'est un génie. Un Non, peu mais on borderline. n'en fait plus comme ça. Mhm. Parce que malheureusement, les entreprises ont pris le dessus. Mhm. Les multinationales, les marques, d'ailleurs, personne n'est capable de nous dire, à part l'iPhone, Mhm. ou à part Apple avec Steve Jobs, on utilise des objets extraordinaires de nos vies. Mais on ne Ouais. connaît plus celui qui les a inventés. On connaît Mhm. la marque, on connaît l'entreprise. C'est très abstrait. Alors qu'on devrait connaître l'inventeur de ces choses-là. Comme on l'a fait un petit test. Il a fait un petit Exactement. test, voilà. Si tu devais acheter une Tesla, tu achèterais laquelle? Nos limites, budget. Tu vas pas acheter la Plaid qui Bah, coûte. pourquoi Voilà. pas. Alors, nos limites, tu achèterais laquelle? La plaide. La Plaid. Mm. Je sais pas, le volant, tu penses, il te. Franchement. Ouais. Il m'a dit nos limites. Moi, j'achèterais la Y. Ouais. Elle Moi est aussi, max. la Y, parce que c'est Y comme. Voilà, la Y comme Youssef. Youssef. C'est à peu près l'équivalent de la classe C, compact SUV. Elles sont vraiment magnifiques. Et bizarrement, alors, et si c'était une autre voiture électrique, pas une Tesla, Laquelle je choisirais? lesquelles sont des vrais concurrents de Ouais, Tesla? apparemment, Toyota Alors- est la plus. Les Toyota sont les plus. Alors Toyota, ils sont sur les hybrides. Les Sur hybrides, hybrides, hein. les Yaris, Là-bas, ils ont etc., sorti et ça la marche Sur très les bien. 100% électriques, ils électrique. sont Un peu en la retard. stratégie, ouais, ils sont en retard. Ils sont même pas dedans, je crois encore. Ils ont essayé l'hydrogène. Ah, c'est Ça ça. marche La pas, dernière, c'est- là, c'est l'hydrogène. Je pense, hein, après l'histoire nous le dira, mais je pense que l'hydrogène c'est mort. Là, c'est mort. C'est mort. Pour l'extraire, le Ah, transporter, etc. ça pollue comme pas possible. Tu consommes beaucoup plus d'énergie. Plus que le Mm. pétrole. En fait, Ah, pour l'instant, c'est pas encore viable. Pour Mhm. l'instant, l'hydrogène, la façon dont je on pense pas que ça le l'extrait, sera, ouais, pour l'instant, c'est pas. Alors, donc, les concurrents sérieux de Tesla, c'est qui? Alors, il y en a plusieurs qui sont sortis cette année. Alors, je pense que les plus sérieux qui sont bien lancés, c'est Volkswagen avec la ID3 et Oui. ID4. C'est comme une Golf ou un Tiguan, Oui, mais exactement. complètement électrique. Ils ont eu comme quelques problèmes de retard, mais par rapport à des problèmes de software. D'accord. D'accord. Donc ils ont dû retarder de quelques mois la livraison des Mm. ID3. Mais même Elon Musk, il dit que Volkswagen, c'est les plus sérieux. C'est-à-dire que, D'accord. selon lui, c'est les concurrents qui sont qui ont une vraie stratégie électrique. Après, tu vois, même Mercedes, ils ont sorti récemment la EQS, qui est une classe S électrique, Ouais, qui est moche. qui est un peu... Ah qui a là, une je forme pense que très- Mercedes et BM et les grosses berlines et tout ça, c'est bon. Forcément, ils seront obligés de faire de l'électrique. Ah non, Tu vois, mais Mais tout le monde a sincèrement- suivi. Ah, Mm. mais la façon de vouloir Ouais. faire une Mercedes juste électrique, c'est pas la preuve. Ah ouais, Elon Musk, il est sorti du cadre. Il a Ouais, fait- oui. Si, Mais- c'est- Non, mais ils vont y arriver. Je pense qu'ils Ouais, vont bien y sûr qu'ils arriver. vont arriver parce C'est qu'ils ont certain. les moyens de le faire, Ouais. tout simplement. Ils ont les Et moyens de le ils Ils faire. ont le moyen, mais ils sont plus... C'est une entreprise plus lourde à chaque Exactement. Voilà. c'est Le ça. changement est plus difficile. Exactement. Comme Moi, les je pense que ça aurait été banques, plus digitales. intelligent de créer une filiale. Mm. Qui Mais l'appelle- même, ça restera Mercedes. Bien sûr, mais c'est beaucoup plus facile en termes de créativité et de vitesse. Parce que quand tu fais ça dans une entreprise qui ne vit que par que le reste, Mm. c'est très difficile de bousculer les lignes, c'est très C'est difficile sûr. de, quand tu as une rentabilité de je sais pas combien et tout ça, de leur dire. Tu auras toujours des réticences. Mm. C'est pour ça qu'Elon Musk n'a pas eu ce problème-là. Oui, Il s'est oui, dit, c'est moi et ma gueule. Il a pu bouger beaucoup Ça, plus je suis rapidement. milliardaire. C'est la voie principale de la Exact. société. C'est pas genre, il y a une équipe Ah, il qui fait que essaye ça. de vendre la Ah, S. voilà, exactement. Et t'as donc, aussi tu disais le- d'autres modèles? Ouais. D'autres modèles, il y a la Ford aux États-Unis, la Mach-E. Oui, La alors, Mustang, la Mustang. Mustang Ford, Mach-E, c'est Ford ça. Mustang, Ouais. oui, Ford Mustang Mach-E. Mustang. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est un choix de raison, parce que c'est Ouais. les voitures qui marchent le mieux, c'est des SUV aujourd'hui. Mhm. Donc, Compact SUV, c'est compact vraiment le SUV, segment qui c'est- marche le ouais, mieux. c'est Mm. pain au chocolat à vendre. Et moi, je la trouve... Bof. C'est pas un coup de cœur. c'est pas un coup de cœur. Non, Ouais. Moi, pas- après,
il y a aussi donc, l'ambiance Tesla que, quitte à aller sur l'électrique, après c'est un choix personnel. Moi, je dirais Tesla, elle a un peu ouvert la voie. C'est comme quand tu avais l'iPhone, et après il y a les premiers concurrents qui Exactement. donc ils cherchent encore. Alors que Tesla, c'était. Mais c'est sûr, dans 5 ans, 10 ans, tu auras des vrais concurrents de Tesla. Mais Tesla est resté très minimaliste, etc. Parfois même, les gens disent trop minimaliste. Tu sais, intuitivement, elle commence à savoir quand tu veux faire marche avant, marche arrière. Quand tu as le dos au mur, forcément, tu vas pas aller percuter le mur. Donc, elle te fait marche avant directement. Et il y a des petits trucs intuitifs. J'imagine que ça va se régler avec l'expérience. Mais moi, l'aspect minimaliste des Tesla, je le trouve extraordinaire. Et je pense que je trouve ça vraiment magnifique. Les gens disent ah non, mais tu sais, elles sont juste magnifiques. Est-ce qu'il a déjà pensé à faire les bus? Pas encore. Alors si, justement. Les trucks. Pas les camions, les bus. Il va les faire. Alors ça pour le coup, ça va être génial. Les bus. Alors tu sais que déjà pour le transport de marchandises, tous les camions. C'est pour le transport, c'est extraordinaire. C'est un business énorme aux États-Unis et c'est assez difficile, un peu compliqué parce que bien sûr il faut beaucoup de batteries parce que ça transporte des poids, des tonnes et des tonnes. Donc, mais il est en train de le faire et je pense que ça va sortir soit cette année, soit l'année prochaine. Et pour les staffettes, tu sais, les trucs de transport à l'intérieur de la ville, les utilitaires, il est aussi en train de les faire. Il va même faire un camper, c'est-à-dire pour les campings, etc. Ça va être super cool. Moi, ça m'a toujours intéressé. Parce que pour le transport en commun, c'est un marché extraordinaire. Parce que l'électrique, vraiment, il faut que ce soit que du. Tu sais, moi, j'encourage vraiment les gens à aller voir un peu ce qu'il fait. C'est extraordinaire. Parce qu'il fait énormément de choses sympas. Il veut même sous Los Angeles, il a fait. Comment ça s'appelle le tube où tu passes en dessous de la ville, etc. Boring Company. Ouais. Il a fait un truc du style la voiture, elle rentre dans des sabots. Il veut aider le trafic des voitures, etc., pour que ça soit plus fluide à Los Angeles. Vraiment super. Alors, il y a aussi la Lucid Air, c'est ça Alors, Lucid, c'est une marque californienne aussi. Comme tu dis, c'est des anciens ingénieurs. Je pense l'ingénieur en chef de Tesla. Ouais, exactement, qui est parti sur Lucid Air. Exactement. Donc, c'est une start-up, mais ils ne vendent pas encore, mais ils sont presque en phase de finalisation. Elle a l'air très réussie, mais elle ne se vend pas encore. Donc, elle arrive. Et la Polestar de Volvo. Moi, je la trouve super jolie pour le coup. Très, très bien. C'est l'une de mes préférées hors Tesla. Mais elle est superbe. C'est des vrais concurrents sérieux. Ils avaient commencé par la coupée, là, ils ont la... Polestar 2. La Polestar 2, c'est comme un XC40. Ouais, c'est un mix entre une berline et... Ouais, c'est ça, ils sont bien là-dedans. Mais... Tu sais, dernièrement, je suis parti chez Volvo et au Maroc, ils font plus ils font que de l'essence. Ils font plus de diesel. Ils font plus de diesel et ils sont à fond dans l'électrique aussi. Sur les XC40, exactement. Mais c'est pas un choix marocain. C'est Volvo qui a arrêté le diesel. Qui veut arrêter le diesel. En fait, il y a plein d'entreprises qui sont en train de... Des constructeurs. Depuis qu'il y a eu le Dieselgate de Volkswagen. Comme Volkswagen, il y a Porsche aussi associé. Porsche avait arrêté tout de suite le diesel. C'est pour ça que là, la plupart, quand tu vois des Porsche, c'est généralement des hybrides. Parce que c'est eux qui ont remplacé un peu le diesel. En plus, ils n'ont pas de taxe de luxe au Maroc, etc. Et de quoi on parlait ? Le diesel. Volvo arrête le diesel. Il y a plein de marques qui disent que Abarth, la marque sportive de Fiat, en 2025, je pense, entre 2025 et 2030, plus de moteur thermique. Audi dit 2030 apparemment plus de moteur thermique. Donc ils ont pris le chemin. Tout le monde a pris le chemin. En fait, c'est comme le téléphone, c'est juste que ça prend un peu plus de temps. Bien sûr, forcément. Pour des entreprises qui doivent se transformer, forcément ça prendra plus de temps. Une entreprise qui fait que ça. Donc il faut, même si le choix ne va pas venir du Maroc de passer à l'électrique. Non, ça sera imposé. Ça sera imposé. Comme tout. La loi du marché. Comme tout. On n'est pas constructeur, donc nous on va juste décider de le faire, tout simplement. Si le Maroc investit un peu plus dans les énergies renouvelables. Maintenant c'est juste. On a déjà au sud avec les plaques solaires. Je pense que c'est peanuts quand même. C'est peanuts. C'est-à-dire d'abord il faut que ça soit une stratégie sur 10-15 ans. Il faut que... Parce qu'on a tout. On a tout ce qu'il faut. On a un pays ensoleillé toute l'année. On a toutes les énergies renouvelables possibles. C'est extraordinaire comme chance. Extraordinaire. Donc, on a la technologie, on a tout ce qu'il faut. Donc, il faut pousser tout le monde à ça. Arrêter le diesel déjà. Déjà, il faut qu'il n'y ait plus de diesel. Après, on rentrera dans des considérations politiques et ce n'est pas le moment. Ça va se faire. Mais j'espère que ça va se faire. Il faut juste qu'on encourage déjà le réseau. Exactement. Il faut que les gens ne posent plus la question est-ce que je peux le charger ou pas. Je connais plein de personnes qui sont prêtes
à faire le pas. Mais il te dit, j'ai pas envie de me te retrouver. Voilà, alors que c'est peut-être 2 jours dans l'année. Exactement. Dans 95% des autres cas, là, que tu la charges chez toi. Exactement. C'est comme l'assurance, hein. Tu la prends parce que tu sais que tu n'auras peut-être jamais besoin, mais le jour où tu en as besoin, il faut qu'elle soit là. Bon, bah écoutez, Bah, super. merci beaucoup. C'était top. C'était extraordinaire. Merci à Ali, hein. Merci beaucoup. C'était vraiment super sympa. Merci. Alors ça reste entre nous. Et merci pour votre présence. Et votre on se fidélité. revoit, Inch'Allah, très très vite bientôt. encore. Merci beaucoup.